Notre sujet du jour est l'illettrisme et l'illectronisme en entreprise. En tant que cabinet mettant en œuvre la PCRH, vous êtes en première ligne pour accompagner les entreprises dans la détection et la prise en charge de ces difficultés. C'est pourquoi, avec l'ARACT, il nous a paru utile de prendre un temps pour approfondir cette question très complexe. Aujourd'hui, nous allons voir notamment ce que recouvrent l'illettrisme et l'électronisme, comment mieux identifier ces situations, comprendre leurs conséquences et surtout comment identifier les solutions concrètes pouvant être mises en place en entreprise. Pour ce faire, je souhaite vivement remercier nos deux intervenantes, Anaïs Boroviac, qui est la coordinatrice régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui posera le cadre théorique indispensable pour la bonne compréhension des enjeux, et Claire Marx, responsable entreprise à l'ALPES, qui nous parlera notamment de la mise en œuvre concrète de la lutte contre l'illettrisme auprès d'entreprises. Voilà ce que j'avais à dire en introduction. Je vous souhaite un bon webinaire et je repasse la parole à Estelle. Oui, merci Clément. Donc, Clément nous a cité, a introduit nos deux intervenantes spécialistes justement sur le sujet. Je tenais également à remercier Sophie Lecor, qui est notre Madame Égalité professionnelle, donc qui est chargée de mission sur les questions des GAPRO et qui s'intéresse particulièrement au sujet de l'illettrisme. Sophie qui a fait une année de formation sur ce sujet-là et donc elle a contribué en tout cas à l'organisation de cette journée. Et puis merci aussi à Estelle Bourgeon, donc on est deux Estelle, qui est notre chargée Infocom et qui nous aide sur toute la partie technique. Donc, sans plus tarder, je vais revenir rapidement sur notre ordre du jour. Donc, après ces propos introductifs, je vais laisser la parole à Anaïs incessamment sous peu pour partager avec nous quelques repères sur le sujet. Donc, on a fait un petit blog. Donc, c'est peut-être l'illettrisme, le cœur de notre sujet, mais nous allons aussi l'aborder avec deux autres dimensions enfin, ça va ensemble. Donc, l'électronisme et les compétences de base. Donc, Anaïs va nous apporter des clés de compréhension sur le sujet pour apporter aussi du concret. Parce que c'est ça aussi hein, qu'on essaie de chercher dans nos rencontres, apporter, faire des retours d'expérience, partager de la connaissance, à la fois théorique, mais aussi concrètement dans les structures. Comment ce sujet-là s'attrape, comment on accompagne les structures sur ces questions-là, avec quels outils. Donc, ça sera l'objet de la dernière partie et c'est Anaïs qui reviendra sur ce thème-là. Ensuite, en point actualité, moi, je souhaitais partager avec vous hein, une information concernant un appel à projet qui sera lancé début avril par l'ANACT. Clément, si tu as d'autres informations diverses à nous donner, ça sera en dernière partie de réunion. Anaïs, je te laisse la main. Oui, Peut-être merci Estelle. en démarrant avec quelques mots sur la NLCI, ses missions. Oui, merci Estelle. Bah, bonjour à toutes et tous. Merci à l'ADRETS et à l'ARECT pour nous avoir associés effectivement au lancement de cette action autour de la PCRH et de l'accompagnement des entreprises. Alors peut-être effectivement un mot rapide sur l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, pardon. Donc l'ANLCI, c'est un GIP national interministériel dont le siège est à Lyon, qui a trois missions principales autour de l'illettrisme, mais on le verra aussi plus globalement depuis à peu près 2 ans maintenant autour des compétences de base qui vont au-delà de la notion stricto sensu de l'illettrisme. Donc les missions principales, c'est tout d'abord de pouvoir mesurer l'illettrisme, puisque pour pouvoir orienter les actions au plus près des territoires, au plus près des personnes concernées, c'est important de savoir qui est concerné par l'illettrisme et les difficultés avec les compétences de base. Donc là, il y a un travail qui est mené régulièrement avec l'INSEE pour pouvoir justement réaliser cette enquête et avoir des données éclairantes que je vous partagerai dans un instant sur l'ampleur de ce phénomène en France. La deuxième action, c'est de pouvoir coordonner l'action de la NLCI et surtout l'action des partenaires dans les territoires, puisque
la prise en charge, l'accompagnement de l'illettrisme, c'est un sujet qui ne fait pas l'objet d'une politique publique à part entière. Il n'y a pas une ligne de crédit au national spécifique sur cette question-là. Tout l'enjeu, justement, y compris au niveau régional, mais pas que, c'est de pouvoir faire en sorte que cette question-là soit prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques de droit commun qui ont un intérêt à pouvoir intervenir auprès de ces publics-là. Et donc, le rôle de la NLCI, et plus particulièrement mon rôle en région, parce qu'on a un coordinateur ou une coordinatrice régionale dans chaque région, métropole, outre-mer, c'est de pouvoir faciliter en fait ce maillage territorial et cette cohérence des actions des uns et des autres autour d'un sujet et d'un public finalement invisible et assez difficilement captable, on va dire. Et la dernière mission, qui est une mission un petit peu complémentaire à ce que font par ailleurs les acteurs qui interviennent sur le champ de l'illettrisme, c'est de pouvoir outiller les acteurs, les outiller à la fois sur le repérage des situations d'illettrisme, sur l'accompagnement avec une posture adaptée, sur des formations aussi adaptées. Et on a voilà, une palette de services qui ont été développés parfois à la demande des partenaires. Je pense notamment aux acteurs du monde du travail ou au ministère du Travail, à la DGEFP, qui avait souhaité qu'on ait un certain nombre de ressources gratuites assez facilement appropriables aussi par les acteurs et notamment les entreprises. Donc, je vous en dirai un mot tout à l'heure, parce que c'est des outils que vous pouvez relayer en tant que consultant PCRH ou OPCO auprès des entreprises. Donc ça, c'est Merci. une vision un peu générale de la NLC au niveau national. Je vais vous dire un mot très rapide de ce qui se passe en région. Donc, on peut passer peut-être sur la planche suivante. Donc, on a un nouveau cap qui s'est ouvert à nous depuis le 1er janvier avec une nouvelle feuille de route pour 3 ans, 2025-2027, qu'on a construite vraiment dans une dynamique collective avec l'ensemble des parties prenantes. Et on a un volet important de cette feuille de route, justement, qui recense 15 actions prioritaires et on a 6 actions qui sont destinées spécifiquement aux entreprises et aux salariés. Et on a en fait identifié avec les OPCO, France Travail, la DRETS bien évidemment, via compétences, voilà, une multitude d'acteurs qui interviennent sur le champ de l'emploi et de la formation. Et on s'était dit que ça serait vraiment pertinent de pouvoir avoir une action ciblée sur les consultants PCRH pour pouvoir vous outiller sur l'accompagnement des entreprises. Et donc voilà, on lance un peu les choses aussi avec vous ce matin sur ce premier webinaire. Donc c'est une feuille de route vraiment resserrée avec 15 actions prioritaires qui n'ont pas vocation à embrasser tout ce qui peut se faire en région sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme, mais on s'est mis d'accord avec les partenaires pour vraiment resserrer les efforts sur les 3 prochaines années autour de 15 actions qui nous semblaient prioritaires pour les 3 prochaines années. Donc voilà, après s'il y a des questions, voilà, on pourra approfondir, mais là c'était pour vous donner un petit aperçu assez général de comment les choses elles s'organisent au national et en région. Donc, vous avez le chat, hein. Vous pouvez noter vos questions. À la fin de la présentation d'Anaïs, on va vous donner le temps de poser vos questions à la fois sur peut-être l'émission de la NLCI, s'il y a des points qui vous semblent encore flous ou pas très clairs, et puis à la fois sur des éléments de connaissance que va partager avec nous Anaïs. Il y a une question sur le support. Est-ce qu'il y aura le support? Oui, je réponds. Oui, oui. Ok. Alors, je vois dans la foulée, il y a également l'ALPES qui est avec nous. Donc, l'ALPES qui est un organisme de formation donc, qui accompagne les structures sur ces questions-là. Claire, je vais te donner le micro pour que tu puisses aussi nous dire quelques mots de l'ALPES et on reviendra par la suite sur des exemples d'accompagnement que l'ALPES a pu réaliser auprès des structures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, l'ALPES, pour nous situer, même si certaines d'entre vous nous connaissent déjà, nous sommes un organisme de formation et de conseil donc, qui est spécialisé sur le champ des formations aux compétences clés. Donc, compétences clés, compétences de base, savoir de base, mais on reviendra sur toutes ces terminologies en direction de publics de premier niveau de qualification. Donc, on est basé essentiellement, nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et d'ailleurs beaucoup plus Rhône-Alpes que Auvergne. Voilà, et on réalise 100 à 120 actions de formation par an. Donc, c'est en moyenne 1000 apprenants formés. Et puis, on a un autre volet de notre activité qui porte sur les prestations d'ingénierie, de conseil et d'accompagnement. Donc, au déploiement de démarches de formation aux compétences clés pour le compte de différents OPCO et branches professionnelles. Merci Claire.
Alors, la première partie de la réunion, donc, enfin de notre rencontre, donc, va être sur des éléments de connaissance sur l'illettrisme, l'électronisme, ses compétences clés. De quoi on parle sous ces terminologies? Anaïs? Oui. Alors, on a essayé de mettre un petit peu de participatif, même Oui. si c'est pas toujours facile en visio. L'idée, c'était de vous poser la question à vous. Quand on parle d'illettrisme, on désigne une personne qui ne sait ni lire ni écrire ou qui n'a jamais été scolarisée, une personne qui ne maîtrise pas le français, une personne qui a été scolarisée mais qui a des difficultés à l'écrit, ou une personne qui sait lire mais qui ne sait pas écrire. Donc là, on peut vous laisser quelques secondes, quelques minutes pour répondre au quiz. Normalement, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et vous pouvez répondre directement dans le sondage de l'outil. Et n'oubliez pas de cliquer sur soumettre. Ça arrive. Alors, les OPCO qui connaissent la réponse, je vous invite à ne pas répondre au quiz. Je ne sais pas, Estelle, si tu vois des réponses. Pour l'instant, je ne vois rien. Au fait, il y a encore des réponses? Ou sinon, Il y a encore quelques réponses qui arrivent, oui. sinon on peut mettre On est fin au quasiment à sondage. 80% de Ouais. réponses. Donc, Ok. Si tu mets fin, on peut voir. Ok. voilà. Et je partage les résultats. Oui, s'il te plaît. Ok, on voit qu'il y a tout l'intérêt justement à faire le webinaire aussi ce matin avec vous pour bien reclarifier un petit peu les différentes situations. Alors la bonne réponse était la réponse C, mais vous avez été une majorité à trouver la bonne réponse. Quand on parle effectivement d'illettrisme, alors là on peut peut-être basculer sur la planche suivante. Oui. Merci Estelle. On parle effectivement de personnes qui ont été scolarisées en langue française, mais qui, pour plein de raisons différentes, une fois arrivées à l'âge adulte, ne parviennent pas à être autonomes avec la lecture, l'écriture. Et puis, on verra que de ces difficultés-là découlent aussi d'autres difficultés avec d'autres compétences de base, notamment le numérique. Et donc, c'est vraiment des personnes qui ont de grandes difficultés sur l'autonomie dans des situations très simples de la vie quotidienne. Le critère de la scolarisation, il est vraiment important. Alors, on reviendra sur les différentes familles de besoins, mais effectivement, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, elles ont toutes des degrés différents de difficultés, elles ont un rapport différent aux compétences de base, et elles ont aussi des parcours de vie, des trajectoires personnelles qui ont pu influencer, être la cause ou parfois la conséquence de situations d'illettrisme. Donc, le critère de la scolarisation, il est vraiment important. Je vous le disais, on peut passer sur la planche suivante, parce qu'il y a beaucoup de confusion, y compris dans les entreprises, où en fait, quand on parle d'illettrisme, assez souvent, les personnes nous disent oui, c'est les personnes qui sont étrangères, qui ne parlent pas le français. Alors ça, c'est un autre besoin qu'on appelle dans notre jargon le français langue étrangère, des personnes qui ont été scolarisées, mais dans une autre langue, et qui, arrivées en France, doivent apprendre finalement le français comme une langue étrangère. Alors ces personnes, elles peuvent aussi avoir des difficultés avec les autres compétences de base, elles peuvent avoir des tout petits niveaux, parfois dans leur langue maternelle, ou en calcul, ou avec le numérique, mais elles ont été dans une dynamique en tout cas d'apprentissage, et si on souhaite les accompagner sur l'apprentissage du français, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes pédagogiques notamment, que des personnes qui sont en France, qui ont été à l'école en France, pour qui le français c'est la langue maternelle, mais qui ont eu des parcours scolaires souvent très chaotiques et ont une maîtrise très fragile en fait de ces savoirs fondamentaux. On a une autre famille de besoins, alors qui est un peu plus à la marge dans notre pays, mais qui relève de l'analphabétisme. Et là, on parle de personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Et donc, c'est des personnes qui n'ont jamais été dans une dynamique d'apprentissage. Et donc, quand on va accompagner ces personnes, là encore, on va vraiment avoir une posture et un accompagnement adapté puisqu'elles n'ont jamais appris. Donc voilà, on a différentes familles de besoins. C'est important de les avoir en tête parce que pour chacune d'elles, on a un accompagnement, on a un repérage particulier et on a un accompagnement surtout qui doit être adapté. Alors, je ne l'ai pas mis sur la planche, mais j'en dis un mot très très rapidement. On a aussi parfois des confusions avec des personnes qui relèveraient de l'illettrisme et des personnes qui seraient dyslexiques, par exemple, qui auraient un trouble 10. Alors, il peut y avoir un lien, puisque selon pas la dernière enquête, mais celle d'avant, parce qu'on n'a pas encore l'indicateur de la dernière enquête, mais parmi les personnes en situation d'illettrisme, 20% en fait étaient dyslexiques. Et souvent, c'est une dyslexie qui n'est pas repérée au moment des premiers apprentissages, mais il n'y a pas d'automaticité systématique.
il peut y avoir un lien, et c'est vrai que parfois le repérage peut être aussi un petit peu difficile entre les deux problématiques. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, voilà, pour pouvoir proposer vraiment un accompagnement adapté aux personnes. Donc nous, on intervient vraiment, quand je dis on, c'est la NLCI, sur le périmètre de l'illettrisme. Donc, quand on parle de l'illettrisme, on a voilà, des situations vraiment très différentes d'une personne à une autre. Et la NLCI, avec les partenaires, avait travaillé au moment de la création de l'agence à l'élaboration d'un cadre de référence pour pouvoir graduer en fait le niveau de maîtrise ou de non-maîtrise de cette compétence en lecture-écriture des personnes. Et donc, on a 4 degrés de l'illettrisme. Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail technique de ces 4 degrés, mais quand on est sur du degré 1 ou 2, on est sur des personnes qui sont vraiment les plus en difficulté, avec des personnes qui ont du mal à se repérer dans l'univers des lettres, des sons, à décoder vraiment des mots très simples à l'oral et à l'écrit. Et quand on est sur du degré 3 et 4, on est plutôt sur, alors degré 3, on dit remise à niveau, sur des personnes qui ont des petits niveaux, et je vous ai mis des exemples d'écrits produits par des personnes. Vous voyez qu'entre degré 1 et 2 et 3 et 4, sur de la production d'écrits, on a quand même une différence. Degré 1 et 2, vraiment, le message ne passe pas, hein. On a vraiment du mal à lire et à savoir ce que la personne a voulu faire passer comme information. Sur du degré 3 ou 4, on arrive à comprendre l'information, mais on voit qu'il y a quand même un gros souci avec l'écrit, et on n'est pas sur des fautes d'orthographe. On n'est pas sur des fautes de ponctuation. Enfin, voilà, c'est une autre problématique. Donc, bon, je passe assez vite, mais c'est important aussi de bien avoir ça en tête. Donc, on parlait de l'illettrisme, compétence en la littératie, la lecture, l'écriture, mais bien évidemment que la NLCI intervient aujourd'hui sur le périmètre plus large des compétences de base, puisque des difficultés en français, oral ou écrit, vont découler aussi d'autres difficultés. Je vous présenterai les chiffres tout à l'heure, mais on a aussi des personnes qui sont en grande difficulté avec le calcul de base, avec le raisonnement logique, le raisonnement mathématique. Ça fait partie des compétences de base, au même titre que le repérage spatio-temporel, par exemple. Et puis, le numérique, on pourra en parler aussi, mais ça fait partie des compétences de base aujourd'hui, et c'est aussi important, je pense qu'on est tous d'accord, autour de l'écran, que utiliser un smartphone ou pouvoir se connecter sur une interface numérique, c'est aussi important que de savoir lire et écrire aujourd'hui si on veut être autonome dans notre environnement, y compris professionnel. Euh, et Claire en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui viennent justement solliciter notre expertise, notre accompagnement, et souvent elles viennent avec une problématique liée au numérique. Et en fait, quand on échange avec ces entreprises, on se rend compte que ça cache aussi d'autres besoins sur d'autres compétences de base. Mais voilà, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de pouvoir intervenir sur cette question du numérique. Alors, j'ai pas mis la définition de l'électronisme. On a balayé voilà, différents champs, mais l'électronisme, pour bien qu'on soit au clair, on est sur des personnes qui ont des difficultés avec les usages de base du numérique. Et souvent, on dit que pour les personnes en situation d'illettrisme ou en difficulté avec les compétences de base, c'est un petit peu une double vulnérabilité puisque elles sont aussi de fait en situation d'électronisme. Mais l'inverse n'est pas automatique, hein. Vous avez des salariés qui sont en grande difficulté avec le smartphone, la tablette ou l'ordinateur, mais qui ne sont pas du tout en situation d'illettrisme. Mais pour ceux qui sont en situation d'illettrisme, souvent le numérique, c'est très compliqué et c'est un frein pour être autonome sur le poste de travail. Voilà, donc je rentre pas plus loin dans. Voilà, on pourra répondre aux questions s'il y a besoin. À nouveau, un petit temps de participation sur les chiffres. À votre avis, on a balayé le champ des compétences de base. Ça concerne combien de personnes en France? Bon, vous êtes dur avec vos questions quand même, hein. Ça permet d'ouvrir les échanges ensuite. Non, mais c'est très sympa. C'est pas mal. Les opcons ont le droit de répondre, là, Anaïs? Non. Non? Normalement, ils connaissent la réponse. C'est bien. Hop, je partage. Il y avait un petit piège, c'était volontaire. Entre les 2,5 millions et les 3,7 millions. Bon, c'est assez hétérogène dans les réponses que vous avez proposées. Alors, la bonne réponse, c'est 3,7 millions. Alors, en fait, petite explication, j'avais volontairement mis 2,5 millions et peut-être que certains ont fait la confusion. 2,5 millions, c'est les chiffres de l'illettrisme de 2012 qui
concerne en fait uniquement des personnes en situation d'illettrisme, donc qui n'ont pas la compétence en littératie, donc lecture, écriture. L'enquête, elle a été un petit peu renouvelée différemment. Et donc là, les chiffres que je vais vous présenter, ce sont des chiffres qui datent de septembre dernier, qui résultent d'une enquête nationale qui a été menée par l'INSEE, donc en lien étroit avec la NLCI sur les tests, puisqu'en fait, c'est vraiment une enquête de mesure des compétences. On n'est pas sur du déclaratif des personnes, on est vraiment sur des enquêteurs qui se déplacent au domicile des personnes et qui font passer des tests pour pouvoir justement évaluer la maîtrise des compétences de base. Donc là, en septembre, on a pu évaluer la maîtrise de la littératie, la lecture, l'écriture, mais aussi du calcul. Et donc, effectivement, ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'on a 3,7 millions d'adultes scolarisés qui sont en grande difficulté avec les compétences de base, lire, écrire, compter. Donc, c'est plus d'un adulte sur 10. C'est un chiffre relativement important. Et si on réduit un petit peu le zoom en allant regarder les difficultés plus précisément, on a 4% des personnes qui sont en situation d'illettrisme, donc la lecture, l'écriture, et 9% qui sont en situation d'innumérisme. Donc là, on est sur les difficultés liées au calcul, au raisonnement mathématique, ce qui représente 3,2 millions d'adultes. Et pour 26% de ces personnes, les difficultés, elles se cumulent à la fois sur le lire, écrire et compter. Donc on a quelques indicateurs sur le profil de ces personnes. Voilà. Donc, ce qu'on constate en regardant les chiffres, c'est que plus de la moitié de ces personnes ont plus de 45 ans. Donc, il y a un enjeu aussi, voilà, à aller cibler, on va dire, les classes d'âge les plus élevées. Pour autant, vous voyez que c'est assez hétérogène, là encore, sur le petit visuel que vous avez à gauche. Et vous avez quand même 15% parmi les personnes en difficulté, 15% qui ont 18-24 ans. Donc, voilà, l'enjeu, c'est d'intervenir auprès de toutes les classes d'âge, mais quand même de pouvoir cibler les efforts aussi sur les plus de 45 ans. Allez, je crois que c'est la dernière question que j'ai à vous poser. Donc, parmi l'ensemble des adultes en difficulté avec les compétences de base, à votre avis, combien sont en emploi? Combien? Vous avez été près de 60% à répondre à la bonne question. J'espère que les OPCO n'ont pas triché. Effectivement, c'est la bonne réponse. Plus de la moitié, 55% des personnes en difficulté avec les compétences de base travaillent. Alors, c'est un chiffre qui paraît important, qui peut, quand on découvre un petit peu tout ce qui touche à l'illettrisme, surprendre parce qu'on dit, mais comment c'est possible de pouvoir travailler aujourd'hui en ne sachant pas correctement lire, écrire, compter, utiliser le numérique? Alors, je pense que Claire y reviendra largement. Moi, je ne vais pas détailler voilà, spécifiquement, mais c'est vrai que les personnes concernées, en fait, c'est assez incroyable, développent énormément de stratégies de contournement, d'évitement pour ne pas avoir finalement à lire ou à s'exprimer à l'oral. Ou voilà, il y a plein de stratégies, on pourra en parler, qui leur permettent finalement d'arriver à se débrouiller, mais on voit que quand il y a un changement dans leur petit cadre très sécurisant en fait de travail, ça les met en grande difficulté. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un enjeu à travailler avec tous les acteurs du monde du travail. On travaille étroitement avec les opérateurs de compétences, avec la DRETS, avec les DETS, avec France Travail, enfin, avec tout cet écosystème, parce qu'on sait que l'illettrisme en entreprise, ça reste un sujet tabou. Ça reste, enfin voilà, les salariés ne vont pas du tout d'eux-mêmes, ou c'est très rare faire la démarche de dire qu'ils ont des difficultés. Et c'est assez difficile pour un employeur de repérer les difficultés et puis d'en parler. Hein. On ne sait pas trop comment faire. C'est un sujet un peu touchy, on va dire. Donc, il y a vraiment un enjeu à pouvoir les accompagner et vraiment démystifier ce sujet-là parce que ça n'a pas à être tabou. Et surtout, il y a des solutions qui existent pour accompagner à la fois les entreprises et les salariés concernés. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de ce travail qu'on mène avec les partenaires et avec les organismes de formation, bien sûr, qui ont cette expertise pour pouvoir former, parce que Claire en parlera. Voilà, il y a une pédagogie vraiment adaptée et l'idée, c'est pas de reproduire des choses scolaires, surtout pas. On voit que ça marche pas. Donc, on travaille avec l'ensemble des secteurs professionnels, mais on sait effectivement qu'il y a des secteurs qui vont être plus à risque d'illettrisme que d'autres, notamment au regard des métiers qui sont représentés dans les branches. Donc, je vous ai mis voilà, les secteurs, on va dire, les plus à risque, même si on a des situations d'illettrisme dans tous les secteurs. Mais on sait que dans le bâtiment, l'agroalimentaire, l'agriculture, l'industrie,
l'hôtellerie, café-restauration, le transport logistique et les services à la personne, ou ce qui va être aussi les métiers sociaux, on a des risques d'illettrisme plus importants. Donc c'est vrai qu'on a essayé dans la feuille de route triennale de pouvoir cibler l'accompagnement des entreprises de ces secteurs-là en priorité. Merci beaucoup, Claire. Anaïs, pardon. Alors, on va vous laisser la parole pour poser vos questions. Je vois que dans le chat, on a la question de Nicole Boulogne qui nous dit qui souhaiterait avoir des précisions sur l'action de professionnalisation des consultants. Donc, elle rencontre beaucoup de salariés dans le cadre d'entretiens professionnels, mais ce sujet reste tabou, comme tu le dis, Anaïs. Un seul salarié a osé évoquer ses difficultés. Donc, quel appui aux consultants, justement, pour pouvoir aborder ce sujet et accompagner les structures? Oui, merci Nicole pour cette question. On peut peut-être faire une réponse à deux voix, Claire, parce que je pense que tu as des éléments aussi intéressants à partager. Sur le cadre un petit peu général, effectivement, on sait que c'est compliqué à repérer et que les personnes, elles sont dans une posture où d'elles-mêmes, elles vont pas faire le premier pas. Donc, c'est important qu'un acteur externe, alors soit ça peut être un acteur de l'entreprise, dans certaines entreprises qu'on accompagne, par exemple, on a, quand les instances représentatives du personnel sont mobilisées, ça peut être aussi une figure de confiance, parfois, vers qui le salarié va pouvoir plus facilement en parler qu'en parler au DRH qui parfois voilà, peut être un petit peu intimidant. Ça peut être aussi un collègue qui va faire figure de relais de conscience. En tout cas, il faut oser en parler parce que le salarié de lui-même n'en parlera pas. Et donc là, effectivement, sur comment on en parle, c'est toute la question d'avoir une posture bienveillante, enfin, une approche qui effectivement va inciter le salarié à dévoiler ses difficultés. Et enfin là, Claire, du coup, je te passerai le relais, du coup, si tu veux donner des éléments, mais c'est de faire le lien aussi avec la situation de travail et de ne pas aller stigmatiser finalement telle ou telle personne, mais de vraiment partir d'un cadre assez objectif sur qu'est-ce qui pose problème, en fait, ou qu'est-ce qui met en difficulté le salarié sur son poste de travail. Et de là, on va pouvoir tirer le fil et faire le lien avec les compétences de base. Je ne Ah, sais pas, Claire, si tu as apporté un peut- complément. Peut-être, c'est des choses que j'aborderai vraiment de manière un peu détaillée tout à l'heure. Donc, si ça vous va, parce que je vois la question suivante, je pense que ce que j'aborde dans un deuxième temps, ça va permettre d'y répondre. Mais en tout cas, je rejoins ce qu'a dit Anaïs. Il y a vraiment la question d'en faire une vraie question au sein de l'entreprise et pas une question taboue, et de faire le lien avec les situations de travail systématiquement pour pas que ce soit une difficulté qui soit rattachée à la personne, mais bien à des compétences professionnelles. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, pour la deuxième question, bonjour, que peut-on faire si on repère un cas d'illettrisme lors d'un accompagnement? Quels sont les bons réflexes? Je pense que c'est pareil, je pourrais y répondre dans le cadre de mon intervention. Puis après, vous poserez des questions complémentaires si besoin. Merci Claire, merci Anaïs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'était, en tout cas, moi j'avais cette question-là qui était justement de savoir si dans le cadre de vos accompagnements, vous rencontrez des personnes en situation d'illettrisme. Donc là, on voit bien sur ces deux dernières questions-là que c'est bien le cas. Alors on a les OPCO avec nous. Est-ce qu'ils souhaiteraient dire un mot? Est-ce que c'est une problématique remontée par les conseillers qui sont au quotidien aux côtés des entreprises? Voilà, comment cette question-là, vous les traitez, vous les accueillez au niveau des OPCO? Est-ce qu'il y a des dispositifs aussi en particulier où les OPCO sont aussi aux côtés de l'ANELCI et de l'ALPES? Je peux peut-être prendre la parole pour Constructis et rebondir sur vos propos, à la fois pour le travail engagé de longue date avec ELPES et avec la NLCI au titre de notre convention, mais la convention est fraîche, mais les relations sont plus anciennes. Dans le secteur de la construction, sans faire sans manipuler des images d'Épinal, hein, c'est une problématique particulière. Et elle est particulière et elle ressort de façon plus prégnante parce qu'aujourd'hui, les stratégies de contournement qui étaient adoptées par les salariés ne peuvent plus forcément avoir cours comme auparavant.
parce que auparavant on était beaucoup sur de la tradition de consignes orales, etc. Aujourd'hui, enfin la majeure partie des entreprises sont impactées par les besoins de tracés au niveau des process, l'utilisation de tablettes sur les chantiers, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui existait mais qui ressort de façon beaucoup plus flagrante aujourd'hui. Euh, Ces problématiques-là, on les envisage comme un frein à l'évolution des compétences et à l'évolution des salariés dans l'entreprise. Ça évite aussi de stigmatiser sur l'aspect tabou. En effet, on va considérer que c'est un préalable, voilà, une remise à niveau. On va le traiter un petit peu, je dirais, sous cet angle-là, pour pouvoir aller plus loin et envisager des formations liées au métier. Ce sur quoi on travaille aussi beaucoup avec les prestataires de formation, c'est sur justement la contextualisation des actions de formation. Voilà, de façon à éviter, bien évidemment, alors j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais le sentiment de retourner sur les bancs de l'école, ce qui a souvent été vécu comme un traumatisme pour les bénéficiaires. Après, pour la mobilisation des salariés, on a travaillé sur de l'inter-entreprise parce que c'est vrai que l'intra, c'est assez paradoxalement beaucoup plus compliqué d'envisager ces actions-là. Voilà. Mais bon, je ne vais pas monopoliser parce qu'il y a d'autres opcos, mais c'est effectivement quelque chose de très important et qui ressort de façon encore plus prégnante aujourd'hui. Je suis pas à la fois étonnée et pas étonnée des chiffres qui sont ressortis avec 3,7 millions personnes concernées. Je me dis que, alors effectivement, on a intégré les difficultés avec les chiffres, mais ça veut dire qu'on a encore du pain sur la planche, si je puis dire, et que, alors je sais pas si on continue à alimenter le flux entrant ou si on n'arrive pas à résorber le problème, c'est vraiment un questionnement. Je vois que Alors, Philippe, je laisse la parole à Philippe. Oh, oh, merci Nathalie, c'était déjà pour confirmer ce que tu as dit en fait, hein. Moi je pense à travers les chiffres les volumes de personnes touchées par l'illettrisme, on s'aperçoit que on ne peut pas faire confiance à un avenir qui va être meilleur parce qu'il va solutionner un petit peu naturellement toutes les problématiques, ça c'est vrai. D'où l'importance de cette mobilisation de tous les acteurs, notamment dans le champ économique pour aider finalement à la résorption sur un pan du sujet, la résorption de ces problématiques-là. Oui, moi je crois, et ça vaut finalement pour l'interprofession, hein, dans tout ce qu'elle a de plus large, c'est l'illettrisme, c'est un empêchement à la compétitivité des entreprises, dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, elles doivent être en mesure de s'adapter en permanence, de faire preuve d'adaptabilité, de réactivité, d'innovation. Et c'est vrai que l'innovation, elle ne se pense pas au niveau des dirigeants, elle se construit par le partage des avis des salariés qui sont autant de points de repère et de points d'écoute, d'observation dans l'entreprise. Et on peut imaginer que des gens qui ne sont pas en mesure de maîtriser les savoirs fondamentaux auront quand même des difficultés à pouvoir s'inscrire dans ce grand dialogue professionnel interne, ce dialogue, pourquoi pas social d'ailleurs, qui permet à l'entreprise de se consolider, de se conforter et finalement d'être plus adaptative et compétitive. merci Philippe. Alors, nous avons Marie Malatré, Pierre Roda, pardon. Pierre-Eda, oui, bonjour. Donc, c'est pour l'OPCO Acto. Je rejoins tout à fait, hein, ce que Philippe et Nathalie viennent de nous partager. Euh,
Je voulais vous partager à tous en fait ce que certaines de nos entreprises et de nos branches professionnelles font à ce sujet hein, sur l'illettrisme, les compétences de base. On a des branches qui ont monté et qui ont créé des ingénieries de formation, notamment avec l'ALPES, pour accompagner les salariés sur ces compétences-là. Alors évidemment, il y a encore des choses à développer. On a des sollicitations d'entreprises qui ont identifié des personnes en situation d'illettrisme qui aujourd'hui nous sollicitent et on essaye de mettre en place des choses. Mais voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe et qui préoccupe l'ensemble de nos entreprises et qui concerne tout le monde. Merci beaucoup. Si, vas-y, Sophie. Oui, j'ai une question pour les OPCO qui se sont saisis de cette question depuis un certain temps. Est-ce que c'est une question qui est davantage perçue au niveau des entreprises de vos branches aujourd'hui qu'hier, vous diriez? Alors, je me permets, oui, oui, ben, eu égard à la fois à cette question de performance économique et puis à cette question de plus en plus d'impossibilité de le contourner. Bon, pour autant, comme il y a énormément de choses, enfin moi je parle pour le secteur de la construction, ça n'a pas ouvert à un déferlement très fort d'actions de formation en la matière, hein, ce qu'on regrette. Mais c'est aussi pour ça que on était très favorable à cette réunion aujourd'hui, parce que on, on développe les approches PCRH dans le sens où nous on les appelle Diag Performance, mais bon, peu importe. Et il nous paraît important que ces sujets-là soient abordés aussi au moment de ces actions parce que au fond, les actions de PCRH sont poussées par nos conseillers pour permettre aux entreprises de construire leur approche RH de façon plus professionnelle et plus proactive plus construite. Voilà. Donc si en plus ces sujets-là sont abordés, sont étudiés, voilà, ça sera on aura un effet d'entraînement positif. C'est par petites touches, hein, parce que bon, voilà, les plans de formation des entreprises dans le secteur de la construction sont déjà bien pleins. Bon, l'appétence pour la formation, elle est, on va dire, variable, hein, mais bon, pas très, pas folle non plus. Donc, c'est petit à petit, en s'y mettant tous, qu'on pourra vraiment agir sur ce sujet-là. En tout cas, pour le secteur de la construction dans son ensemble. C'est tout l'enjeu pour nous, au fait, d'aborder ce thème hein, avec les consultants. Et du coup, je vais laisser la place à Claire, justement, qui va, à partir de cas concrets qu'on a organisés par secteur d'activité, Claire va nous donner, voilà, quelques, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais des trucs, astuces, des éléments de connaissance pour justement avoir ces lunettes-là, apporter au fait un regard, même si la clé d'entrée des entreprises porte sur un autre sujet que la question de l'illettrisme. L'enjeu pour nous, en tout cas, l'ambition qu'on a à la fin de cette rencontre-là, c'est vraiment de vous donner des repères et puis de partager avec vous partager avec vous des réflexes ou des questionnements pour justement essayer de détecter des situations d'illettrisme dans le cadre de vos accompagnements. Donc Claire, je te laisse la parole. C'est parti. Alors oui, j'aime bien commencer par les préjugés, en fait. L'idée étant pas de stigmatiser les entreprises du tout, mais de comprendre qu'il y a des représentations, en fait, hein, sur ce champ-là, parce que c'est un champ qui est très méconnu, les compétences de base, l'illettrisme. Donc, j'ai listé quelques préjugés ou craintes
Donc, les préjugés, il faut vraiment les démanteler. Les craintes, il faut y répondre parce que c'est légitime d'avoir des craintes quand on se lance sur ce champ, en fait, de la lutte contre l'illettrisme au sein d'une entreprise. Alors, le premier préjugé qu'on entend souvent, en fait, quand on échange avec des entreprises, c'est mais non, mais moi, j'ai pas de besoin sur ce champ parce que j'ai que des bons professionnels. Donc, c'est bien intentionné, puisqu'une entreprise qui dit qu'elle a que des bons professionnels, c'est qu'elle a une bonne vision de ses salariés, qui est valorisante. Mais en revanche, la première chose, c'est de bien identifier que l'illettrisme ou la maîtrise insuffisante des compétences clés, ça n'a rien à voir avec le professionnalisme ou la bonne technicité d'un salarié. Ça, c'est vraiment important de le bien comprendre, et notamment, Anaïs l'a évoqué rapidement tout à l'heure, les personnes en situation d'illettrisme, elles mettent en place de nombreuses stratégies pour masquer leurs difficultés, puisque c'est vraiment des difficultés qui sont stigmatisantes encore aujourd'hui, surtout en France où la place de l'écrit, vous voyez, est quand même assez importante. Et donc, ce sont des personnes qui ont été entraînées, en fait, toute leur vie, suite à l'échec scolaire, à bien faire en sorte qu'on ne les repère pas. Donc, souvent, ce qu'on observe, c'est que plutôt elles vont avoir tendance à bien répondre aux exigences, en fait, au poste de travail, parce que c'est un moyen de, j'allais dire, se cacher. Donc, bien souvent, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate aussi dans les groupes de formation qu'on a, on va avoir des personnes qui, justement, techniquement, sont très reconnues, qui ont les savoir-être, et puis, elles vont être découvertes au moment où leur poste de travail va demander des compétences clés qu'elles ne maîtrisent pas. Voilà, mais donc le professionnalisme et la situation d'illettrisme, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut très bien être en situation d'illettrisme et être un mauvais professionnel, mais c'est qu'elle cumule deux difficultés, mais qui ne sont pas du tout de la même nature. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, un autre préjugé qu'on peut entendre en fait en échangeant avec des entreprises, c'est ils se débrouillaient bien jusqu'ici et en fait, je ne comprends pas trop de quoi vous me parlez parce que nous, au travail, on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de lire et écrire. Surtout qu'on parle souvent de personnes, vous voyez, de premier niveau de qualification, donc il peut y avoir cette représentation. Et puis, alors c'est un peu un double préjugé, que je mets ici, ce n'est pas le rôle de l'entreprise, c'est à l'école qu'on apprend les bases. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, on remarque que les postes de travail, ils évoluent, quoi, et vous le savez mieux que moi, je pense, et que en fait, le fait que le numérique aussi soit croissant fait que, et la traçabilité, les normes de qualité, fait qu'en fait, l'écrit est omniprésent dans les postes de travail, et y compris à des petits niveaux en fait, de qualification. Et comme ce sont des écrits qui, pour quelqu'un qui a les bases, ne paraissent pas complexes, on va penser que c'est pas complexe, vous voyez. Mais en fait, pour des salariés de premier niveau qui seraient dans cette situation de difficulté, les écrits qu'ils ont de plus en plus à produire peuvent en fait se révéler très très complexes, avec en plus la mobilisation du numérique. Du coup, quand on dit c'est pas le rôle de l'entreprise, en fait, c'est là où il faut un petit peu remettre en question. Il faut dire, en fait, ce sont des compétences professionnelles à part entière, puisque maintenant, quand on est salarié dans une entreprise, on a besoin de maîtriser ses écrits professionnels, et donc il faut considérer que ce sont des compétences professionnelles. Et par ailleurs, quelqu'un qui a bien appris à lire et à écrire à l'école, de toute façon, c'est pas la même chose de lire et écrire à l'école et de lire et écrire au sein de son entreprise. Voilà. Je parle du lire et écrire parce que c'est pour se repérer. Bien évidemment, tout ce que je dis, c'est la même chose en fait, sur le calcul, le numérique, tous les domaines de savoir que Anaïs a évoqués précédemment. Donc, il faut se dire, il y a des calculs qu'on va mobiliser au travail. Si on ne peut pas les mobiliser, on ne peut pas accomplir sa tâche correctement. Donc, en ce sens-là, c'est une compétence professionnelle. Et puis après, donc, il y a des craintes qui sont complètement légitimes et compréhensibles aussi, parce que quand on ne maîtrise pas ce champ-là, c'est évidemment compliqué pour une entreprise de se lancer en fait dans cette grande aventure. Donc, pour des entreprises qui vont aussi connaître cette problématique, on peut entendre parfois c'est difficile de positionner des salariés, les salariés ne seront pas enthousiastes pour partir en formation, ou c'est un sujet stigmatisant qui pourrait les mettre en difficulté. Donc, en partie, c'est vrai, notamment pour l'illettrisme, puisque comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui sont justement qui vont plutôt avoir tendance à ne pas vouloir revivre en fait quelque chose qui ressemble à l'école, ou dans leur représentation qui pourrait être comme l'école. Donc, effectivement, ce sont souvent des personnes qui vont se cacher pour ne pas partir en formation, parce qu'elles ont peur de revivre en fait ce sentiment d'échec. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses à apporter pour que ces personnes soient volontaires pour partir en formation, et ça ne se fait pas du tout d'un claquement de doigts. Mais inversement, il faut aussi se dire que pour beaucoup de personnes en situation d'illettrisme, c'est quand même une grande souffrance. Donc, en fait, quand on leur offre une porte de sortie, si c'est bien amené, donc ça rejoint toutes les questions que vous posiez tout à l'heure, si c'est bien amené et que c'est amené en lien avec des progrès concrets qu'elles peuvent faire sur leur poste de travail, ça va bien souvent être vécu comme un soulagement plus qu'une stigmatisation.
Donc ça, c'est important aussi de le comprendre parce que des fois, on se met un petit peu des barrières. Et c'est tout à fait légitime, mais une entreprise peut se dire, mais non, mais moi, je ne vais pas là-dedans. J'ai peur de blesser, en fait, hein, voilà, le salarié en lui disant, tu n'es pas capable de faire ci ou ça. Il faut se dire que pour plein, c'est des choses dont elles n'ont jamais parlé ou dont elles parlent peut-être à leur entourage très proche. Et en fait, si l'idée, c'est derrière, on peut t'offrir une solution et tu peux progresser, bien souvent, c'est un grand soulagement, au contraire. Et puis enfin, donc la dernière crainte peut-être qu'on peut entendre, alors il y en a peut-être d'autres aussi, hein, c'est l'idée de c'est compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a des formations qui s'adaptent aux besoins, à l'hétérogénéité des niveaux, des attentes? Donc en effet, en fait, dans les groupes de formation d'adultes en situation d'illettrisme ou en difficulté avec les compétences de base, en particulier quand on vise des salariés d'un secteur ou d'une entreprise, hein, Nathalie tout à l'heure parlait de l'intra ou l'inter, donc ce sont deux modalités hein, qu'on peut trouver de formation sur ce sujet. On ne va pas être dans des groupes homogènes, mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est jamais le cas en fait hein, dans les groupes d'adultes. L'homogénéité, ça n'existe pas vraiment. Mais il faut se dire que justement, comme l'entrée de ces formations, à notre sens, à nous, l'ALPES, hein, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit très articulée à des situations très concrètes que les personnes vivent, donc notamment au travail, pour résoudre des difficultés en situation. C'est finalement le point commun des personnes. Et le fait qu'elles n'aient pas le même niveau et pas les mêmes profils d'apprentissage, c'est tout à fait gérable par un organisme qui a les capacités pour le faire, hein, bien évidemment, parce qu'on va vraiment partir du commun, qui est bien souvent la situation de travail, pour aller explorer les écrits, le numérique, le calcul et tous les besoins qu'on a repérés chez les personnes. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment important, quoi. Je pense ici aux consultants, consultantes PCRH et aux OPCO, mais qui connaissent bien le sujet, hein, pour ceux qui se sont exprimés, en fait, de ne pas se mettre de barrière a priori, c'est-à-dire de ne pas penser que l'entreprise, en plus de ça, il faut qu'elle constitue des groupes de niveau, il faut qu'elle évalue si les personnes vont bien aller ensemble dans un groupe. Ça, c'est vraiment le travail d'un organisme de formation spécialisé qui doit pouvoir apporter son regard et dire, bah oui, là, effectivement, je vous confirme, telle personne, elle est vraiment complètement décalée par rapport aux autres, ou bah non, là, il n'y a pas de souci, en fait, on va pouvoir travailler tous ensemble. Voilà, donc pas se mettre de barrière a priori. Je fais bien la slide suivante. Merci beaucoup, Claire. Peut-être au passage, juste exprimer un besoin de Lisiane de format Excel Conseil qui, alors là, savoir, c'est un travail peut-être à faire plus tard, mais Lisiane exprime le besoin de développer un argumentaire justement en face de ces préjugés ou des craintes que peuvent potentiellement y mettre les entreprises. Je te Oui. la main, Claire? Peut-être en méthodologie, parce que du coup, ce qui est important aussi de comprendre, alors nous, en tant qu'organisme, on va se positionner à la fois sur la formation, mais pour monter une action de formation qualitative, en fait, contre l'illettrisme, ou en tout cas, pour former des salariés aux compétences clés, c'est vraiment important de penser que le montage et l'amont, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase de sensibilisation de l'entreprise et de permettre à l'entreprise de comprendre le lien entre les compétences clés et le travail. Voilà, donc ça, c'est important. Et j'allais dire en méthodologie, enfin là, je m'adresse aux consultants, consultantes, en fait, ce que moi, je préconiserais aussi, hein, sans être experte de la PCRH en tant que telle, mais c'est plutôt d'intégrer le regard compétences clés, illettrisme, dans une approche plus globale, plutôt que d'en faire un sujet spécifique. Parce qu'en fait, c'est se dire, si justement l'entreprise, on l'intègre, ah, vous avez quoi comme besoin, vous repérez quoi comme difficulté, et qu'on peut mettre les lunettes, de dire à un moment donné, bah, peut-être que ça a un lien avec l'illettrisme, c'est plus facile pour une entreprise de le comprendre comme ça, que de dire, bon, on va vous parler de l'illettrisme aujourd'hui, vous voyez, parce que pour connecter, après, c'est un peu compliqué, puisque comme je le disais précédemment, c'est un sujet que l'entreprise connaît probablement pas, et c'est tout à fait normal, c'est un sujet de spécialiste, hein, voilà. Donc nous, en tout cas, c'est notre approche quand on accompagne une entreprise qui nous sollicite pour mettre en œuvre une formation. On ne va pas se précipiter sur la formation, les modalités, le financement d'emblée. On va déjà être quand même sur, en fait, quelles difficultés vous avez repérées. Voilà, quels sont les salariés qui vous semblent être en difficulté. Est-ce que vous repérez des dysfonctionnements en termes de sécurité, en termes de respect de consignes, de règles? Est-ce que récemment, vous avez mis en œuvre une nouvelle procédure et vous avez vu que ça n'a pas été suivi des faits? Est-ce que vous avez du mal à positionner vos salariés sur des formations qualifiantes? Ou quand vous les positionnez sur des formations qualifiantes, vous avez des échecs? Vous voyez, d'élargir en fait un petit peu la focale, vous voyez, pour qu'on ne soit pas sur les personnes, mais plutôt le lien entre la maîtrise insuffisante des compétences clés et puis les risques et les dysfonctionnements au travail.
les dysfonctionnements réels et les dysfonctionnements à venir. Parce qu'on sait bien que, en fait, l'illettrisme et puis de manière générale, la maîtrise insuffisante des compétences clés, ça empêche des réorganisations du travail, hein, parce que Anaïs l'a bien dit, hein, on va être sur des salariés du coup qui fonctionnent très bien par habitude, qui ont besoin d'un cadre sécurisant. Donc, on leur enlève leur binôme qui remplit les papiers à leur place, on reconfigure la situation, ils vont être perdus. Et puis, évidemment, ça empêche aussi une évolution professionnelle, hein. Nous, on a souvent ce cas-là de personnes qu'on va former parce qu'elles ont été, je pense au BTP justement, hein, on a eu pas mal de groupes, nous, à travers les années. Elles vont être très, très bonnes techniquement. Elles pourraient évoluer vers un poste de chef d'équipe, voire chef de chantier, mais en fait, les écrits demandés, la maîtrise du numérique dont elles doivent faire preuve, c'est pas possible en fait pour elles. Donc elles se bloquent complètement et si on les a pas détectées, j'allais dire, elles n'en parlent pas. Voilà. Vous avez une question, Nathalie, peut-être? Oui, non, c'était juste pour illustrer vos propos, Claire, de dire je donnais une anecdote, mais on avait le cas d'une situation d'illettrisme, mais en fait, le salarié refusait systématiquement, on va dire, les grands déplacements. Enfin, alors, les grands déplacements, sans forcément que ce soit véritablement au sens de la convention collective un grand déplacement, mais des déplacements relativement lointains. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque le chantier était éloigné, il ne pouvait pas faire de repérage avec sa famille auparavant pour s'y rendre. Mmh. Voilà, donc c'était une anecdote pour vous dire que voilà, il y avait une situation qui n'avait absolument pas été identifiée, mais c'était lié à ça. Voilà. Ouais, un très bon exemple aussi, c'est parfois ce qu'on qualifie d'attitude et comportement, de problèmes de comportement, qui en fait vont être liés à une forte difficulté en compétences clés. Moi, j'ai comme ça une autre anecdote, c'est aussi dans les TP d'ailleurs. C'était quelqu'un qui en fait était super bon et vraiment reconnu comme tel, mais à chaque fois qu'il fallait faire de l'implantation, vous savez, de piquet, il s'énervait, en fait. Il disait, mais pourquoi c'est pas à moi de le faire? Et en fait, son chef n'arrivait pas à comprendre ce qui se jouait pour lui, parce que pour toutes les autres tâches, il était tout le temps OP, il était d'accord, il n'y avait pas de problème. Et en fait, c'est au bilan de la formation que son chef a compris d'où venait cette attitude, c'est-à-dire ce refus même très véhément, mais parce qu'on lui demandait de faire une tâche qui était très difficile pour lui, parce qu'il était incapable de prendre des mesures, en fait. Il maîtrisait pas les unités de mesure. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout bête, mais en fait, ça permet d'avoir un éclairage. Je vois beaucoup de questions dans le chat, donc si ça vous va, j'y répondrai dans un deuxième temps, donc qui concerne le financement, qui concerne les solutions hein, qu'on peut apporter en termes de certification. Je ne les Eh oublie bien, pas, hein. merci Claire, on te le rappellera de toute manière. Euh, en tout cas, en tout cas, vous l'avez compris, nous, comment on le conçoit, c'est d'en faire un enjeu de l'entreprise et que l'entreprise comprenne, avant même de mettre en place des parcours de formation, que ce qu'elle a à perdre à ne pas le faire. Vous voyez. Donc, pour comprendre ce qu'elle a à perdre à ne pas le faire, il faut vraiment qu'elle fasse le lien avec ce qu'elle perd tous les jours, mais dont elle ne se rend pas compte, en fait. Donc, pour ça, nous, on a une approche qui est vraiment la question des situations problèmes. Donc, en fait, nous, c'est des choses qu'on a. Vous voyez, c'est empirique, hein, voilà, c'est des situations qu'on a récoltées dans toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé. Donc, je me disais que c'est une bonne illustration. Puis là, vous êtes là, vous représentez aussi plusieurs secteurs, donc ça vous permet d'avoir une vision très concrète des difficultés en lien avec les compétences clés. Donc, par exemple, dans l'industrie, voilà, on peut relever deux cas. Une personne est censée utiliser l'outil, vous savez, de gestion de production assistée par l'ordinateur, mais la salariée ne parvient pas à réaliser les réglages sur cet outil de suivi. Quand on utilise un logiciel tel qu'une GPAO, en fait, on mobilise des compétences clés de différentes natures, donc l'informatique, bien sûr, le repérage dans l'espace, puisqu'il y a aussi la question de la compréhension d'une arborescence qui n'est pas uniquement technique, si vous voulez, la lecture de données donc et la compréhension de données chiffrées. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que c'est complexe. Les compétences de base et l'illettrisme, c'est une question complexe parce que c'est très rare en situation de travail qu'on ne mobilise que de la lecture, que de l'écrit, que du calcul, que du numérique. Bien souvent, on va mobiliser des compétences qui sont croisées. Quand on est dans cette situation, les conséquences, elles sont très concrètes, hein. Les informations saisies ne sont pas fiables. La personne, elle va prendre un temps infini pour saisir des informations où elle va s'appuyer systématiquement sur un collègue, mais quand le collègue n'est pas là, ça pose problème. Voilà. Une autre situation, c'est le dosage de produits, qu'on va retrouver dans différents secteurs d'activité, mais celui-là, il me semblait assez précis, donc voilà, je l'aimais bien, cette illustration, je l'aime bien. C'est une industrie dans laquelle on a travaillé, nous, hein, qui fabrique des salades.
le salarié ne parvient pas à doser le taux de chlore à diluer dans l'eau de lavage de la salade. Donc, vous voyez, c'est très précis. Compétence clé mobilisée, c'est le calcul de grandeur proportionnelle. C'est en fait un raisonnement assez complexe dans ce cas de figure parce que l'unité de référence, c'est la partie par million. Donc, vous voyez, c'est c'est quand même finalement pour un salarié de premier niveau de qualification un raisonnement mathématique qui n'est pas tout simple non plus. Et puis les conséquences, bah, au mieux, c'est quoi, au mieux, entre guillemets, c'est un impact financier et sur l'organisation, puisqu'en fait, les salades qui n'ont pas été bien lavées, elles vont être jetées en fait lors du contrôle qualité. Et au pire, si le contrôle qualité n'a pas permis de détecter le problème, en fait, il peut y avoir un impact sanitaire. Voilà, donc vous voyez, c'est pour prendre la mesure en fait hein, de ce que ça peut occasionner comme problématique, le déficit de compétences clés. Je fais bien la slide suivante, Estelle. Dans le BTP, donc on en a déjà un petit peu parlé, c'est effectivement un secteur qu'on connaît bien, hein, où on a beaucoup travaillé. Donc voilà, j'ai essayé de voir deux exemples en fait hein, qui mobilisent des compétences clés différentes. Donc les écrits liés à la commande de matériel. Donc ça va être le compagnon, voilà, l'ouvrier qui ne note pas la liste de matériel à acheter ou à retirer en magasin. On lui demande, quoi, son chef lui dit est-ce que tu peux lister, puis en fait il ne sait pas écrire ou il sait mal écrire donc il ne le fait pas. Ou ça peut être quelqu'un qui a la charge de remplir un bon de commande mais en fait c'est incomplet. Les références, les quantités ne sont pas précisées, sont erronées, donc le document n'est pas exploitable. Là, on va mobiliser à la fois de l'écrit, de la numération et du calcul. Et donc, les conséquences, bah, c'est des erreurs, des oublis dans les livraisons, dans les retraits de matériel, une perte de temps. Ça peut être un dépassement du budget prévisionnel. Et puis, bien sûr, une personne qui a cette difficulté-là, elle ne va pas pouvoir évoluer au sein de son entreprise ou difficilement. Sur la lecture de plan, là, c'est aussi quelque chose qui est très important dans ce secteur, évidemment. Hein, donc, c'est le compagnon, même le chef d'équipe. Nous, on a même eu des chefs de chantier hein, qui étaient en difficulté sur ce plan-là. Donc, vous imaginez, c'est pas simple quand même pour compenser. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à situer un point, donc un bâtiment, l'élément d'un bâtiment, un appareil, un réseau, sur le chantier à partir du plan. Donc, il va procéder par habitude, ou alors on doit tout le temps lui expliquer quoi, ce qu'il doit faire. Donc là, on va mobiliser du repérage dans l'espace, mais aussi du calcul de grandeur proportionnelle complexe, c'est-à-dire l'échelle. Donc, comprendre que 1 cm sur le plan, c'est égal à tant de mètres ou tant dans la réalité. Complexe parce que c'est à la fois la correspondance des deux valeurs, comprendre qu'il y a un lien entre ces deux valeurs, et à la fois, c'est des unités de mesure différentes. Vous voyez, ça peut être mètre, centimètre, kilomètre, mètre. Voilà. Donc, c'est ça qui est complexe aussi. Donc, évidemment, bah, là, c'est pareil, hein, il y a un grand manque d'autonomie du compagnon, une surcharge de travail de son responsable qui doit souvent compenser pour lui. Et puis, donc, ce dont on se rend compte, en tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on fait, mais je pense qu'elle est réaliste, c'est que dans les travaux publics, ça peut être vraiment des risques, un risque d'erreur d'implantation, d'installation, voire même, vous savez, quand on entend parler de perce de conduits de gaz, canalisation de gaz, c'est pas forcément ça la cause, mais ça peut l'être. Voilà. Parce que quand on se trompe, ça peut avoir ce niveau en fait hein, de risque. Voilà, alors c'est très fou. J'ai mis beaucoup d'exemples, c'est pour que ça parle à tout le monde. Après, si on manque de temps, Estelle, n'hésite pas à me couper. Hein. Pour l'instant, on est dans les temps. Dans la logistique, donc ça aussi, voilà, c'est un autre secteur complètement. Donc là, on va être dans le cas où le préparateur de commande, il doit utiliser, vous savez, ce qu'on appelle le logiciel de voice picking. Donc, c'est, vous savez, alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce système, mais c'est quelqu'un qui a un casque et puis en fait, il va avoir les informations qui lui arrivent par casque. Il faut aller chercher le colis dans l'allée B, rack 4, étagère 5, voilà. Et en fait, le préparateur de commande ne comprend pas l'ensemble des informations qu'il reçoit au casque. Alors, précision, ça peut concerner évidemment des personnes d'origine étrangère, mais ce qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, hein, parce que là, on parle de personnes francophones, personnes en situation d'illettrisme. Mais on peut avoir des personnes en situation d'illettrisme qui vont être en... C'est pas un problème de français, puisque le français, c'est leur langue. C'est un problème de comprendre des informations et d'ordonner des informations. Donc, c'est plutôt un problème de raisonnement. Et donc là, ça va être, ouf, il y a trop d'informations d'un coup, il faut que je croise et en fait, je ne vais pas assez vite et je ne comprends pas. Donc, du coup, là, on va mobiliser de la communication orale, comprendre et dire des chiffres, nombres donnés oralement, et ensuite de l'informatique pour imprimer des étiquettes en fin de processus. Donc là, bah, c'est pareil, hein, les conséquences de la non-maîtrise de ces compétences-là, c'est des erreurs, c'est une perte de temps, et puis c'est une mauvaise image, parce qu'on passe pour l'idiot du village en quelque sorte. Hein. Je me permets d'être franche, mais en fait, il s'agit d'une vraie difficulté hein, que la personne elle éprouve. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, elle n'est pas bonne dans son travail, mais il faut bien pouvoir y remédier. Et puis, donc là, c'est pareil, c'est assez
pointu, mais en tout cas, ça va être pour un cariste d'identifier la charge maximale d'un chariot élévateur. Donc, vous voyez, donc là, ça peut être le cariste qui ne parvient pas à lire correctement la plaque de charge, ou il sait lire la plaque, mais en fait, il n'est pas très outillé en calcul et il n'interprète pas correctement. Donc là, c'est pareil, lecture, calcul, connaissance des unités de mesure de poids et de longueur, lien entre ces mesures, donc vous voyez, hein, la hauteur du chariot qui détermine le poids maximal pouvant être chargé, et les conséquences, c'est un risque de surcharge du chariot, et donc des accidents, ou un risque de sous-charge du chariot, et donc une perte de temps, puisqu'il faut faire plusieurs chargements, en fait. Voilà, ça va jusque-là. J'espère que je ne vous perds pas sur mes exemples très Non, techniques. c'est très concret, ça aide à mieux visualiser les situations, justement. Effectivement, enfin, en tout cas, moi, je conseille cette méthodologie parce que souvent, c'est ce qui fait mouche quand on veut parler de ce sujet avec des entreprises parce que ils font le lien tout de suite, en fait, hein. Donc, c'est important. Et puis, dans la propreté, donc là, on va être sur des exemples aussi très liés au relationnel parce que c'est un métier où, en fait, justement, l'attitude, la relation client est très importante. C'est un secteur quand même où il y a une très forte proportion de personnes en difficulté sur les compétences clés. Pour autant, elles vivent des situations de travail qui nécessitent des compétences complexes. Voilà. Donc, une première complexité dans la propreté, c'est bien connaître sa fiche de poste et le cahier des charges du chantier. Donc, souvent pour des agents qui interviennent seuls, en fait, hein, qui n'ont pas leur chef d'équipe avec eux, qui n'ont pas de binôme. Donc, souvent les agents de bureau. L'agent de propreté ne connaît pas le cahier des charges ou il n'a pas compris vraiment, hein, le périmètre de son activité. Il dit oui à toutes les requêtes du client parce que c'est une volonté de bien faire, donc on ne peut pas lui jeter la pierre. Mais il n'avertit pas son responsable et il effectue les prestations supplémentaires mais qui ne sont pas rémunérées. Donc là, il y a un enjeu sur la lecture-compréhension d'un planning et ou d'instructions écrites. Il y a aussi l'enjeu de travailler en tout cas sur comment la personne se situe dans l'organisation. Qui c'est mon employeur, qui c'est le client. Donc ça, ce sont aussi des compétences clés parce que parfois, en fait, on ne se situe pas dans l'organigramme. C'est quand même de l'ordre du raisonnement, en fait, si vous voulez. Et puis, c'est aussi la capacité à affirmer une position, expliciter une position à l'oral, quoi. Donc, c'est pouvoir dire, bah oui, je suis chargé de ça et je ne suis pas chargé de ça. Je vous invite à prendre contact avec mon responsable. Mais voyez, pour quelqu'un, encore une fois, même qui est francophone, il ne s'agit pas tant du français qu'il y a une question de posture et puis il y a une question de comment je suis capable de défendre un argument tout en étant adapté dans ma communication. Voilà. Donc là, effectivement, surcharge de travail, c'est sûr, hein, des agents de propreté qui font plus que leur travail. Alors, il y a différentes raisons à ça, mais ça, c'en est une, en fait, hein. Et puis, ça peut créer des conflits, bien sûr. Et puis après, donc, sur la communication avec des tiers, donc là, ça peut être mal à l'aise pour s'adresser à des usagers ou des clients, éviter de s'adresser à eux, s'exprimer le moins possible. Donc là, c'est des compétences clés de l'oral et puis un petit peu de l'attitude, on va dire, d'écoute, en fait, hein. Donc écouter, transmettre une information, vérifier qu'on a compris, qu'on ait compris, répondre à une question. Et les conséquences, c'est qu'on ne peut pas remonter les besoins, en fait, hein, des usagers ou des clients. Il y a des informations importantes qui ne sont pas remontées à l'entreprise. Et puis l'entreprise peut percevoir un manque d'engagement de l'agent. Et puis la personne peut être très stressée, alors qu'en fait, il s'agit d'une compétence à travailler, là encore une fois. Du coup, il y a une question de Nicole. Oui, le lien entre ces difficultés et l'épuisement au travail. Donc évidemment, oui, ça peut tout à fait être une stratégie. Donc on a parlé des stratégies, hein, tout à l'heure. Nous, on n'est pas les seuls à le dire, hein, mais il y a les stratégies donc de contournement. C'est-à-dire, je vais essayer de faire ce qu'on me demande, même si je n'ai pas les compétences pour le faire. Et donc, je vais ramener du travail à la maison, hein. Si je pense à des personnes qui ont des postes à responsabilité, type, on parlait des chefs d'équipe ou chefs de chantier, c'est très, très fréquent que ces personnes-là, en fait, comme elles rament, entre guillemets, à écrire, à rédiger leurs rapports, etc., les ramènent à la maison. Donc, c'est surcharge de travail et elles se font un petit peu aider. Mais dans tous les cas, ça leur occasionne une surcharge de travail. Et puis, donc, une stratégie aussi très, très mobilisée par les personnes, c'est la stratégie de compensation. Donc là, c'est soit mon entourage proche, soit mon collègue, soit mon chef direct qui va compenser pour moi. Mais en effet, oui, l'épuisement peut complètement être lié à une situation de difficulté parce qu'on va devoir travailler 2 fois plus pour le même résultat, quoi, si vous voulez. On va passer peut-être à la suite. Est-ce que vous aviez des questions jusque-là? Ah bah voilà.
Donc, place aux questions. Dans les questions, Il y avait, épuisement, ça, il y avait l'accessibilité des formations. via le CPF des Ouais. salariés. Est-ce que c'est accessible? Alors, du coup, nous, en fait, peut-être pour répondre à ça, c'est aussi sur la question du montage du projet. Donc ça va peut-être plus répondre à des questions concrètes aussi des consultants, consultantes. En fait, nous, on a tendance à dire il faut déjà bien analyser le besoin de l'entreprise. Voilà, est-ce que ça concerne une personne, plusieurs personnes? Comment le savoir? Donc, des fois, on pense qu'on n'a qu'une personne en difficulté, mais en fait, quand on nous montre tous ces exemples, on se dit, ouh là là, en fait, non, je pense que j'en ai probablement plus. Après, il y a la question de comment communiquer avec les salariés. Donc, ça a été dit hein, aussi au début. Enfin, en tout cas, il y a eu une question sur ce sujet. C'est est-ce que j'ai envie, moi, en tant qu'entreprise, de m'en emparer vraiment et d'en faire un vrai projet d'entreprise, auquel cas je peux bâtir même un plan de communication. Donc là, il y a plein de solutions possibles. Nous, on a tendance à dire il n'y a pas de recette magique. Ça peut être lors d'entretiens, évidemment, annuels, vous savez, pouvoir avoir des clés pour chaque encadrant pour pouvoir aborder ce sujet. Mais aborder ce sujet, c'est pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément dire, bon, on va monter un plan de lutte contre l'illettrisme, donc est-ce que tu te sens concerné? Vous imaginez bien. C'est plutôt, ah bah moi, tu sais, quand on a mis en place cette procédure, j'ai repéré que toi, ça n'avait pas l'air simple de ton côté, est-ce que tu veux m'en dire plus? Ou bah tiens, quand on t'envoie des mails, c'est vrai que tu nous réponds jamais, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Pour permettre en fait de l'aborder toujours par un angle, j'allais dire, concret et très objectivable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attaquer la personne sur ses capacités, sur elle est comme ci, elle est comme ça. C'est plutôt, il y a des tâches qui sont pas faites ou en tout cas quand on en parle, ça semble compliqué pour toi ou pour vous. Voilà, donc est-ce qu'on peut en discuter? Et ensuite, dans un deuxième temps, bah, tu sais, si tu éprouves des difficultés par rapport à ça, il y a des réponses possibles en fait, hein. On peut trouver une formation, on peut monter une formation en interne pour répondre à ces difficultés. Comme ça, vous voyez, on est vraiment dans une approche très bah, problème-solution, quoi, je dirais, et pas c'est un sujet. Voilà. Donc après, ben, une entreprise, elle peut se dire, bah, nous, on a vraiment envie de s'en emparer, on a envie de faire un groupe en intra pour tester un petit peu un dispositif. Et dans ce cas-là, on va étudier dans un deuxième temps les questions du financement. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette longue introduction. C'est-à-dire que tout va dépendre du projet. Quand on mobilise le CPF, il faut une certification à la clé. Donc parfois, la certification, bah, c'est une bonne réponse et puis parfois pas du tout. Vous voyez, donc ça, c'est pareil, il faut bien l'analyser. Après, une entreprise, parfois, elle est coincée, c'est-à-dire elle va essayer de voir du côté de l'OPCO s'il y a des financements. Si elle ne veut pas tout prendre à sa charge, peut-être qu'elle va se dire, bah, en fait, je suis obligée d'en arriver à la mobilisation du CPF. C'est des cas qu'on rencontre, nous, très fréquemment. Bah, après, comment on le fait? Quelle certification on va viser? Donc, ça fait le lien avec la deuxième question hein, sur Cléa. Donc, Cléa, ça peut être une réponse, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est ça qui est important à comprendre. Cléa, il faut juste se rappeler que c'est une certification qui a plutôt été construite pour des personnes qui relèvent de la remise à niveau. Donc, en fait, ça n'empêche pas qu'elle peut être adaptée pour des personnes en situation d'illettrisme, un petit peu comme on peut se dire qu'on n'est pas obligé de tout valider, qu'on peut viser des domaines en particulier. On n'est pas obligé de mettre une pression, en tout cas, sur une validation complète. Mais il faut se dire que c'est pas, comment j'allais dire, c'est pas Cléa la solution, tant que quelle formation on va faire et à quels besoins concrets elle répond. Et si le fait d'ajouter une certification peut permettre de mettre en place le projet et peut permettre de valoriser les salariés, pourquoi pas? Et ça peut répondre en partie, mais en tout cas, je dirais que c'est pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, elle est vraiment à quel besoin on veut répondre, en fait, hein, pour les personnes. Voilà. Donc, c'est des réponses, vous voyez. Euh, pas ferme et définitive, mais en tout cas, il faut se dire que nous, pour que ça marche, ce qu'on croit vraiment, c'est qu'il faut une formation sur mesure, tant pour les personnes qu'on a dans le groupe, c'est-à-dire formation qui peut être personnalisée, qui va répondre à différents besoins très concrets qu'on a identifiés, qu'une formation sur mesure pour l'entreprise. Donc, nous, d'une entreprise à l'autre, on ne va pas du tout avoir ni les mêmes contenus, ni les mêmes manières de monter le projet, en fait. Hein. Nathalie, vous aviez une question aussi? Oui, complément. c'était parce que, bon, comme je me suis sentie interpellée, voilà. Alors, effectivement, les OPCO, bon, là, sont là pour financer les actions de formation, mais on ne fait pas que ça, bien évidemment. Bah non, c'est sûr. Non, simplement, je vais souscrire à ce que vous venez de dire, Claire, c'est-à-dire que le Cléa, il y a même un Cléa BTP contextualisé. Bon, c'est quand même une marge qui est relativement haute. Hein. Et même si ça peut apparaître comme une bonne idée, parce que, alors, je suis désolée, hein, je demande aux personnes des services de l'État de se boucher les oreilles, hein, mais
même si c'est effectivement la recherche d'une certification qui est promue, etc., en tout cas dans le secteur de la construction, encore une fois, sans faire de misérabilisme, ça fait plus peur qu'autre chose, parce que la marche est haute, hein. Et voilà, donc il faut aller étape par étape. Je crois, alors corrigez-moi si je fais une erreur, Claire, mais on a aussi les DCL qui étaient un peu plus accessibles, qui étaient une première marche. Voilà, c'est pas la certification en elle-même, même si elle est intéressante et qu'au bout du bout, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et une forme de reconnaissance pour le salarié, une réussite d'aller jusqu'à Cléa. Mais la marche est souvent haute. C'est vraiment se dire, voilà, on vise autre chose. Vous l'avez redit, on vise une formation en sécurité, on vise de la lecture de plans, etc. Et la consolidation des services de base, des connaissances de base est un préalable indispensable. Voilà. Mais effectivement, aller parler à aller viser cette certification, c'est peut-être dans une proportion non négligeable remettre les personnes en échec et là, on aura tout faux. Je crois plus à quelque chose de progressif et encore une fois, de très contextualisé. Voilà, pour faire écho avec vos propos, Claire. Oui, puis en effet, enfin, l'idée, moi, je pense là, les acteurs qui est autour de la table, quoi, la table virtuelle, c'est fondamental votre apport parce que il n'y a que quand on a une vision globale des difficultés de l'entreprise en général ou en tout cas des axes d'accompagnement qu'on peut apporter, à mon avis, cette question de manière pertinente, quoi. Vous voyez, vraiment. Et donc, c'est pour ça que si on arrive aussi en disant on va faire du CLEA, quoi, je caricature volontairement, hein, c'est pas. En fait, l'intérêt, il est très faible. Par contre, si on dit on va faire un groupe OK, vous avez repéré que vous avez des salariés en difficulté, on a échangé sur le sujet parce qu'on l'a abordé à partir de plein de thématiques différentes. Et puis, il s'avère, pourquoi pas, hein, il s'avère que dans le groupe, ça serait intéressant pour 2 d'entre eux parce qu'ils ont vraiment un besoin de valorisation. Ils relèvent presque de la remise à niveau. Ça va vraiment les remettre en confiance. Bah, on va leur proposer de passer le CLEA et puis les autres non, par exemple. Ça peut être tout à fait pertinent si on l'a analysé. Mais en tout cas, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut procéder pour que ce soit aussi, on va dire, productif et pas l'usine à gaz. Vous voyez, il faut aussi que ce soit maniable, en fait. Alors, il y a une autre chose que je n'ai pas abordée du tout, c'est ça. C'est comment on s'assure que l'action de formation, elle est aussi accessible pour les entreprises en termes de... Alors, on a parlé du financement, évidemment, c'est un gros sujet, mais aussi en termes de modalités de formation. C'est-à-dire que nous, les organismes, on ne va pas se plier à tout parce qu'on a des objectifs pédagogiques. Donc, il faut absolument quand même qu'on ait une certaine durée de formation, hein. Vous voyez, par exemple, on ne va pas faire un module de 10 heures sur les compétences de base. Ça ne présente pas un grand intérêt, si ce n'est un petit peu frustrer les personnes. Donc, on va quand même imposer certaines choses en disant il faut une durée minimum. Bon, on ne peut pas faire 2 heures par semaine, par exemple, parce que ce sont des personnes, elles ont besoin de temps pour rentrer dans les apprentissages. Ça n'aurait pas vraiment de sens. En tout cas, nous, c'est notre position. Par contre, on va être à l'écoute quand même des contraintes, vous voyez, de l'entreprise. Ça fait partie. La saisonnalité, est-ce qu'il y a des moments où c'est pertinent de mettre en œuvre cette formation parce que justement les personnes sont sous-occupées, par exemple? Est-ce que c'est pertinent de la mettre en place en intensif, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Voilà, quand on est dans de l'intra, on a vraiment cette possibilité. C'est là où l'intra, c'est quand même intéressant, c'est qu'on peut vraiment en fait s'adapter, dialoguer avec l'entreprise. En inter, on essaie de le faire le plus possible, hein, c'est-à-dire quand on monte une action avec plusieurs entreprises d'un même secteur, par exemple d'activité, on va dialoguer ensemble, on va trouver des compromis. Donc là, il y a plus la notion de compromis entre les entreprises. Et puis nous, ce qu'on peut permettre de faire aussi, quoi, en tout cas pour vraiment des entreprises qui auraient un seul salarié à positionner, on a aussi, vous savez, des ateliers permanents, donc à entrée-sortie permanente, qui permettent d'accueillir des gens au fil de l'eau. Donc ça, c'est aussi une bonne réponse, qui ne répond pas exactement aux mêmes besoins, mais qui permet quand même de répondre. Et puis, donc, je rebondis juste pour ne pas oublier les personnes qui posent des questions par le chat. Donc, il y avait une question de Lydie. Oui. Comment sensibiliser, mobiliser les personnes concernées pour accepter une formation? C'est se confronter à de vieux démons du passé, donc ça, c'est sûr. Ce sera très inconfortable. Donc, comment aborder ces points sans donner de faux espoirs? Et quels sont les résultats que deviennent ces salariés qui ont été accompagnés et formés? Quel est le taux de satisfaction? Donc là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais qui sont très, très importantes. Il y a aussi l'idée qu'il y a un premier travail que l'entreprise doit faire pour, on va dire, dédramatiser et vraiment avoir une communication, je dirais, très positive sur le sujet. Et comme je le disais, très en lien avec des difficultés concrètes au travail et pas des difficultés de la personne en tant que telle. Ça, c'est la première étape. Et puis après, un organisme de formation
quoi. À mon sens, si on travaille bien sur le sujet, on doit de toute façon, avant la formation, rencontrer chaque personne individuellement. Donc ça, c'est un temps qui est fondamental, que nous, on fait sur toutes nos actions de formation. Donc c'est un entretien qui peut durer 1 heure et demie. Ça dépend un petit peu, là aussi, du cadre, du financement possible. Il y a plein de choses qui vont jouer. En tout cas, dans cet entretien, nous, au-delà des tests en tant que tels, parce que souvent, vous savez, la vision qu'on a de la formation, c'est on va faire des tests, on est pris, on n'est pas pris, et après, on rentre dans le parcours. Donc là, c'est pas du tout ça. C'est plutôt quel est le parcours de la personne, en fait, quelle est sa situation de travail, un dialogue vraiment. Qu'est-ce qui l'amène ici? Est-ce qu'elle a été un peu poussée? Est-ce qu'elle avait envie de venir? Voilà. Un accueil, donc il y a vraiment la notion d'accueil. Et puis, il y a la notion d'identifier justement les points qu'elle peut vouloir maîtriser mieux ou les points sur lesquels elle est en difficulté. Et il y a l'enjeu pour les personnes en situation d'illettrisme en particulier de leur montrer ce qu'elles savent faire. Donc, vous voyez, c'est un peu la notion d'évaluation en plein plutôt qu'en creux. C'est-à-dire que souvent, les personnes en situation d'illettrisme, elles vont vraiment se mésestimer parce qu'elles ont construit vraiment un manque de confiance en elles très, très profond, en fait, hein. Donc, il faut absolument pouvoir leur montrer, vous voyez là, dans les exercices qu'on a fait ensemble, vous avez réussi à faire ça, ça et ça. Et bien souvent, hein, par rapport à ce qui est exprimé là dans le chat sur les démons du passé, ça déjà, c'est un peu réparateur. Il faut se dire qu'il y a cette notion de ah, ok, moi je pensais que je savais rien faire, que j'étais nulle, c'est souvent ce qu'on entend, hein. Et en fait, non, je sais faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il faut se dire que cette première rencontre, c'est fondamental parce que la personne va identifier qu'elle n'est pas à l'école. On va avoir un dialogue d'adulte à adulte. Vous travaillez depuis 10 ans, 20 ans dans tel secteur, vous avez telle expérience. Donc c'est pour ça que c'est une vision très globale, hein, du parcours de la personne. Forcément, vous avez appris à faire ça, ça et ça. Ça, on va s'appuyer dessus. Si vous décidez de faire une formation avec nous, on va s'appuyer là-dessus. C'est des choses que vous savez déjà faire. Et la formation, ça ne sera pas pour faire la même chose que tout le monde, remplir des supports vite, 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 et il n'y a pas forcément d'examen. Donc, faire prendre conscience à la personne que la formation, ça va vraiment servir à définir ses objectifs à elle. Il n'y aura aucune pression à faire comme les autres, à réussir des choses comme les autres, puisqu'elle aura ses difficultés à elle, ses acquis à elle, et on va la faire progresser sur ses propres besoins. Et une fois qu'on a fait ça, on va vite identifier en fait, hein, si la personne elle est prête ou non. Parce qu'il faut se dire aussi que la lutte contre l'illettrisme, c'est un processus très long. Il y a des personnes, elles vont avoir besoin de cette rencontre. C'est toujours bon à prendre parce que ça va faire un tilt, si vous voulez, chez elles. Et peut-être que ça ne sera pas cette fois-là, mais ça sera peut-être la fois d'après. Donc ça aussi, c'est bien accepté. Donc c'est important. Puis Anaïs le sait bien aussi que c'est vraiment un travail au long cours. On ne peut pas se dire que ça va être on va organiser une action, hop, on va former 10 salariés en situation d'illettrisme, mais ça sera plié, vous voyez. C'est sûr que c'est pas comme ça l'approche qu'il faut avoir, à mon sens. C'est plutôt se dire, mais tout ce que j'aurais fait sur ce sujet, ça sera bon à prendre pour la suite, en particulier pour des salariés qui restent, hein, au sein d'une entreprise. Voilà, sur les résultats, du coup, bon, là, j'ai pas de résultats, quoi. En tout cas, nous, les taux de satisfaction des personnes formées à l'ALPES, on est autour de 98% de personnes satisfaites, mais après ça dit tout et rien. Donc, nous, ce qui deviennent, on accompagne beaucoup de personnes. Alors, je ne saurais pas par quel bout le prendre, mais je peux prendre peut-être des exemples récents de personnes en situation d'illettrisme qu'on a accompagnées. C'était plutôt dans le secteur de la fonction publique territoriale. Il y a beaucoup d'agents de catégorie C qui sont confrontés aussi à ces situations. Nous, les vrais exemples de réussite qu'on a, c'est des personnes qui arrivent en fait à dépasser la situation d'illettrisme et puis à rentrer en fait dans des parcours même plus tard de préparation au concours pour pouvoir évoluer professionnellement. Vous voyez, c'est bête et méchant, mais en fait, c'est qu'on est arrivé au stade où elles ont suivi plusieurs parcours, hein. Et là, c'est des parcours très conséquents de 180 heures. Donc, je parle de personnes qui parfois font 2-3 parcours. Et là, elles arrivent vraiment, certaines, à sortir de cette situation, en fait, en réalité, et d'évoluer dans leur travail. Pour d'autres, ça va être des progrès bien moins, on va dire, comment dire, moins c'est pas fondamentaux, parce que c'est très fondamental, mais en tout cas, ça va être des personnes qui vont complètement gagner en autonomie dans leur quotidien, vous voyez, et ça va être ça l'objectif de la formation. On a 120 heures de formation avec vous, 100 heures, c'est sûr que quelqu'un qui est en situation d'illettrisme de degré 1, quoi, c'est-à-dire de tout petit niveau, elle ne va pas sortir de sa situation d'illettrisme en 100 heures complètement. Mais par contre, son objectif, ça va être, voilà, on parlait tout à l'heure, se déplacer seule. Avant, elle allait voir avec sa famille ou avec son conjoint, sa conjointe, ses lieux de travail. Maintenant, elle ne le fait plus. Elle y va toute seule. Avant, elle n'allait jamais à un rendez-vous administratif seule parce qu'elle avait peur de remplir un formulaire devant quelqu'un. Maintenant, elle y va seule. Vous voyez, c'est ce type d'acquisition. Au travail, elle n'osait pas, du coup, lire un message parce qu'elle avait peur de ne pas comprendre. Elle passait tout le temps par un tiers. Elle peut lire un petit message et le comprendre. Donc, vous voyez,
c'est des choses très très concrètes, mais qui résolvent des situations très précises en fait au travail. Voilà, j'ai beaucoup parlé, Philippe. Oui, désolé, j'ai été obligé de me déplacer pour trouver une meilleure zone de connexion, donc j'ai peut-être pas entendu tous les échanges. Je voulais savoir si la formation en distanciel était conseillée, sinon possible pour vous, Claire. Alors Parce oui, que c'est c'est une bonne vrai question. que, juste pour info, nous, dans le tissu des entreprises TPE, souvent le besoin, il relève d'un salarié dans l'entreprise. Et comme on a des entreprises un peu partout en Auvergne-Rhône-Alpes, on est vite confronté aux problèmes d'inégalité d'accès à la Mm, formation sur des territoires un peu éloignés, des grands centres de dispense de formation. mm. Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, je dirais peut-être qu'il y a deux réponses à faire. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a la question de dire aussi les personnes en situation d'illettrisme, elles vont être d'autant plus punies que bien souvent la mobilité, alors pas pour toutes encore une fois, mais celles qui ont des difficultés de repérage dans l'espace et le temps, elles vont encore moins être mobiles en fait que d'autres. Donc c'est sûr qu'il y a aussi cet enjeu quand bien sélectionner un prestataire de formation, c'est aussi s'assurer quand même qu'il est capable de se déplacer. Alors après, quand on fait de l'inter, il faut trouver un lieu quand même qui convient à la majorité des participants. Donc des fois, ça reste pas évident. Mais l'idée de dire qu'on va tout faire au sein de son centre de formation, à mon avis, quand on monte des actions pour des salariés, c'est pas très pertinent, quoi. En réalité, on est bien obligé d'aller quand même, soit au sein des entreprises, soit au plus près des personnes. Ça, c'est la première chose. Après, sur le distanciel, moi, je dirais que ça peut être un objectif au sein d'une formation en présentiel de tenter cette modalité partiellement, mais que si on a abordé en fait les contenus nécessaires à ce que les personnes elles puissent le faire, vous voyez, parce qu'en fait, quand on est face à des personnes en situation d'illettrisme, il va y avoir plusieurs problématiques. Il va y avoir la personne qui est en situation d'illettrisme et en situation d'électronisme. Donc là, le distanciel, c'est une sacrée paire de manches, voilà. Après, il va y avoir la personne qui n'a pas forcément trop de problèmes sur l'ordinateur, qui comprend bien les logiques, mais quand même, la situation d'illettrisme fait que sur les réflexes d'apprentissage, parce qu'il y a tout ça, hein, la méthodologie, hein, ce qu'on appelle le fameux apprendre à apprendre, hein, pour ceux qui connaissent Cléa, mais en tout cas, antérieurement à Cléa, c'est de la méthodologie en fait d'apprentissage. Bah ça, on ne l'a pas non plus quand on est en situation d'illettrisme. Et le distanciel, ça nécessite beaucoup de méthodologie. Savoir comment mettre de côté les contenus, bien naviguer entre toutes les pages, bien me repérer dans toutes les ressources. Donc, en fait, moi, je dirais pas que non, on ne peut jamais le faire, mais je dirais que selon le groupe, il faut d'abord bien s'assurer que les personnes, elles sont en capacité de maîtriser quelques prérequis. Et plutôt que de dire c'est des prérequis avant l'entrée en formation, moi, je serais tentée de dire dans ce cas-là, il faut faire de l'hybride et profiter des temps de formation pour pouvoir former les personnes à être en capacité de faire du distanciel et alterner les temps de présentiel et de distanciel, en fait. Voilà. En tout cas, nous, quand on l'a fait, c'est très rare, à la l'APS, on ne le fait pas de formation en distanciel. C'était sur des personnes qui, pour certaines, je dirais, avaient une psychologie de l'illettrisme. Ça veut dire que quand même, elles avaient des gros blocages, mais en termes de niveau, elles relevaient presque de la remise à niveau, c'est-à-dire elles étaient quasiment à la sortie quand même, en fait, de l'illettrisme. Voilà. Merci pour cette Mmh. précision. Une deuxième question. En fait, on voit bien qu'il y a un enjeu pour les salariés, c'est de balisage de leur parcours et de leurs acquis, hein, de leur progression finalement, et puis de reconnaissance de ce qu'ils savent faire et de reprise de confiance en eux. Est-ce que les Open Badges ont investi le champ de la formation aux savoirs fondamentaux? Oui, alors là, je suis un peu mal placée pour en parler parce Hmm. que pour le coup, c'est un champ à l'ALPES qu'on n'a pas du tout investi, mais je connais des organismes partenaires ou amis avec lesquels on travaille, oui, qui ont investi ce champ-là. En disant aussi, oui, c'est une manière de rendre compte en fait de Hmm. compétences Hmm. acquises et de pouvoir bien les tracer. Nous, c'est vrai qu'on est encore un peu à l'artisanal sur ce sujet parce qu'on va plutôt tracer à travers des grilles finalement d'objectifs très concrets qui sont atteints. Mais c'est un peu la même logique, je dirais. Hmm. Et ouais, je pense à un organisme, hein, notamment à Toulouse, qu'on connaît bien, qui a ce système-là sur les savoirs Ok. fondamentaux. Hmm. Ok. L'artisanat a du bon, hein, de temps en temps d'ailleurs, hein. Oui, oui, non, mais il n'y a Voilà, pas de. surtout en la matière. Merci, Claire. Merci Philippe, beaucoup. une demande de Oui. traduction d'Open Badge. Ah, d'Open Badge, ben, je ne saurais comment dire. Open, ouvert, en fait, c'est un système de reconnaissance par des pairs, en gros, d'une compétence acquise, hein. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis pas vraiment pas un Oui, spécialiste, hein, Mm, d'ailleurs. mm, mm.
Ouais, Ouais. et puis c'est des systèmes qui se pratiquent bien sur les plateformes d'apprentissage en Oui, ligne. Si je dis pas de bêtises, c'est de Oui. dire oui, bah, une fois voilà qu'on a fait tel module ou tel contenu, bah, on peut avoir cette open badge. Ça veut dire que oui, c'est pas une compétence reconnue au titre qu'on pourrait valoriser au titre d'une certification, vous voyez, ou oui, d'un bloc de compétences, mais quand oui. même c'est une compétence qui est reconnue dans la communauté professionnelle, Ouais. quoi. Voilà. Je l'expliquerai comme ça, mais je suis pas C'est un spécialiste non tour plus. de main acquis, en quelque sorte, qui est reconnu par un pair, en quelque sorte. Voilà, une Hum. capacité à faire des trucs. Ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a la question de la compétence derrière qu'il faut pouvoir vraiment objectiver. C'est-à-dire que les compétences clés, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez, elles doivent être traitées comme des compétences professionnelles à part entière. Et nous, on a tendance à dire, pour que ce soit compris par l'entreprise, par le salarié qu'on forme, il faut que les objectifs fixés soient très opérationnels. C'est-à-dire que nous, dans nos grilles d'objectifs, on ne va pas écrire maîtriser le passé composé du verbe être, ou bien, je fais exprès de caricaturer, ou bien faire une recherche Internet, tout simplement. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est les outils, mais après, c'est avec ces outils que les personnes vont gagner en formation, qu'est-ce qu'elles vont vraiment concrètement arriver à faire. Maîtriser le passé composé, bah, nous, c'est un des outils qu'on travaille pour être capable de rédiger un petit rapport, par exemple, sur un petit compte-rendu. Parce que oui, quand on rédige un compte-rendu, c'est une activité réalisée, donc a priori, on va mobiliser le passé composé. Mais d'ailleurs, ça ne veut pas dire que la personne, elle va forcément devoir maîtriser l'entièreté du passé composé pour être quand même capable de rédiger un petit rapport compréhensible, vous voyez. Donc ça va être ça l'enjeu, en fait, c'est de rendre compte des acquis des personnes de manière très, très, très lisible pour l'entreprise. Parce qu'il n'y a que comme ça aussi qu'on fait les liens et que l'entreprise, elle est capable d'accompagner aussi en situation. Ah, je sais que tes objectifs, c'est d'être capable de te renseigner sur Internet sur tel produit, par exemple, qu'on doit commander. On peut avoir ça comme objectif. Bah, où t'en es? Est-ce que tu as pu faire cette recherche? Est-ce que, voilà, vous voyez, ça rend possible la conversation, en fait, autour des progrès en formation. Est-ce que j'ai pris trop de temps? Peut-être. Il nous reste Grand encore deux petites minutes. Alors, on va prendre la question de Aurore. Oui, merci. Et merci Claire pour votre apport et le partenariat que nous avons avec vous depuis plusieurs années déjà, ainsi qu'avec la NLCI. Moi, je voulais juste te dire au niveau je m'adresse plus aux prestataires PCRH parce que je crois qu'un certain nombre d'entre eux assistent à la réunion. Juste rappeler, Acto a fait le choix en fait de référencer ces prestataires via un appel d'offres marché public. Actuellement, cet appel d'offres n'est pas encore notifié. Et donc, dès qu'il le sera, nous ferons le choix de proposer aux prestataires une acculturation justement au sujet des compétences clés. Voilà ce que je voulais dire au niveau voilà, des compétences clés. On vous proposera un temps dédié sur le sujet. Et je dirais, enfin peut-être ça complète un petit peu ce que dit Aurore là maintenant, mais c'est vrai que je pense à quand on est amené à aborder le sujet avec une entreprise, c'est sûr que, comment dire, c'est important de le prendre par le bout avec lequel on est à l'aise le plus possible, c'est-à-dire voilà, faire les liens avec les situations, et puis après se dire bah, c'est qui sont les interlocuteurs que je peux mobiliser à un moment donné où ça va plus être mon champ de compétences. Et ça, je trouve, c'est aussi important parce que parfois, quoi, en tout cas, pour beaucoup discuter avec des conseillers, conseillères Acto, entre autres, parce qu'on travaille beaucoup avec Acto, mais même des OPCO en général, il peut y avoir un peu, ouf, j'ai beaucoup de dossiers, voilà. Bah, pour les consultants PCRH, j'imagine, c'est pareil, je connais peut-être moins votre réalité de travail, mais il y a plein de choses à aborder, donc on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, je dirais que c'est vraiment important. Voilà, ok, j'ai compris les fondamentaux, j'arrive bien à comprendre ce que sont les problématiques. Il y a ça qui est vraiment aussi important, pas tout mélanger, le FLE, l'analphabétisme, l'illettrisme. Une fois qu'on a ces cadres de référence, même sans être spécialiste, quelques exemples. Et puis après, ok, bon, bah, concrètement, comment on peut l'insérer finalement dans un accompagnement sans changer tous ces outils aussi. Voilà, souvent c'est ça, pour s'éviter une surcharge et s'éviter de se mettre une pression, en fait, c'est se dire bah, comment ce sujet il va s'intégrer dans les outils que j'ai déjà. Quelle petite ligne je peux rajouter, quelle petite question je peux rajouter dans ma grille, je ne sais pas comment vous travaillez, qui va me permettre de dire ok, bah là on a couvert un petit peu ce sujet, et puis après vers qui je peux orienter. Et je rappelle, c'est vrai que la compétence des organismes de formation, elle doit être là, c'est-à-dire que
sur ce sujet, quoi. Je l'ai déjà dit, mais on ne peut pas juste arriver en tant qu'organisme avec notre offre catalogue et dire, voilà, nous, on fait ça, c'est tant, ça se passe comme ça. Voyez. On est obligé de faire un travail de construction, en fait, avec les entreprises. Sur ce sujet-là, en tout cas, c'est certain. Donc voilà, d'avoir ça aussi en tête. Alors, la précision apportée par Aurore, ou du moins enfin, l'information, hein, notamment sur la professionnalisation des cabinets conseils ou des consultants que vous allez professionnaliser, rencontre aussi la question de Nicole au tout début, qui demandait aussi des précisions sur l'action de professionnalisation des consultants sur ce sujet-là. Donc, je pense à partir de la précision d'Aurore, que c'est au niveau des OPCO, mais je ne sais pas si quelque chose est prévu au niveau DRETS sur cette question-là. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas, Anaïs, sur la feuille de route qui est finalisée ou en cours de finalisation, est-ce que cette dimension-là est également intégrée? Je veux bien, pardon, ce serait une réponse un peu partielle que je pourrais vous apporter là à la date d'aujourd'hui, mais effectivement, la professionnalisation des consultants PCRH, c'est une des actions de la nouvelle feuille de route. Et dans les partenaires, bien sûr, autour de la table, on a la DRETS qui est à la main sur le dispositif, les OPCO également, donc le plan d'action et jusqu'où on va pouvoir accompagner la montée en compétences des consultants, elle va être à construire. Il y a un certain nombre de ressources qui sont déjà disponibles, qu'on peut mettre à la main des conseillers. Je vais vous en présenter une ou deux voilà, dans un instant, je crois. Donc il y a des choses voilà, qu'on peut organiser, des actions avec les OPCO également pour leurs consultants référencés, pour voilà, mieux connaître les outils, parce que comme disait Claire, vraiment l'idée c'est d'intégrer cette question-là dans une demande plus globale de l'entreprise et comment on le fait avec des ressources assez simples. On peut vraiment engager la discussion. Et après, on peut aller vers des choses un petit peu plus poussées. C'est ce qu'on a fait en Normandie, par exemple, avec la DRETS et la NLCI sur cette région, où on a pu conduire une action de formation. Donc, c'était vraiment 2 journées de formation pour les consultants qui ont été formés à la méthodologie de diagnostic de l'illettrisme en entreprise et de comment on intégrait ce diagnostic socio-économique de l'illettrisme compétences de base, dans un diagnostic RH un peu plus large. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut proposer aux consultants à plusieurs niveaux, on va dire, d'investissement et de financement aussi derrière. Et je pense que ça sera à construire avec la DRETS et les OPCO. Donc, on n'a pas de réponse toute faite aujourd'hui de l'offre, mais elle est en train d'être construite. Mais c'est une réflexion qui est en cours. Eh ben, merci beaucoup. Du Tout à coup, fait. Alice, je te laisse la main peut-être pour nous présenter quelques outils hein, qui peuvent être mobilisés Oui, et proposés aux entreprises et je voir vais même être, si c'est vrai. oui, merci Estelle, je vais être assez rapide bon, pour pas déborder sur le temps. De toute façon, le support, il vous sera envoyé et vous avez une présentation très détaillée en fait des outils. Donc là, je vais vous en dire quelques mots assez rapidement. Il y a un outil de diagnostic tout d'abord qui s'appelle Evagile. Alors, diagnostic. Evagile, c'est un questionnaire en fait. On peut peut-être passer sur la slide suivante directement. C'est un questionnaire qui s'adresse vraiment aux entreprises, aux employeurs. Alors, quand je dis entreprise, c'est qui précisément? Ça peut être bien sûr les responsables RH, les DRH, les responsables formation, mais ça peut être aussi des encadrants, des chefs de service. Et ça va permettre à une entreprise, en fait, d'évaluer son risque d'être ou pas concerné par la question du lettrisme et des compétences de base et à quelle échelle, on va dire. Et pour construire cet outil, on s'est appuyé sur tout ce qu'a développé Claire dans son intervention, qu'on appelle entre guillemets les signaux faibles de l'illettrisme, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir des situations problèmes, des situations de difficultés que l'entreprise peut ou pas rencontrer au quotidien pour lui permettre d'évaluer son risque. Alors, l'outil Evagile, il faut rendre à César ce qui est à César, il a été construit par l'NLCI, mais en lien très étroit avec Pascal Moulette, qui est un enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université de Lumière Lyon 2, et qui a mené une thèse justement sur les coûts cachés de l'illettrisme en entreprise, et qui a apporté son expertise pour la conception de l'outil, mais qui reprend vraiment dans le raisonnement ce qu'a expliqué Claire sur les situations problèmes. On ne va pas stigmatiser des salariés, mais on va vraiment partir du problème de l'entreprise. Donc, c'est une vingtaine de questions
pour aboutir, alors je peux passer à la planche d'après, à un pourcentage de risque, donc 25, 50% ou 75% de risque. Et voilà, on va donner une photographie à l'instant T à l'entreprise de où se situent les conséquences de l'illettrisme et des compétences de base en termes d'incidence financière, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps d'en parler là aujourd'hui, mais l'illettrisme et la mauvaise maîtrise des compétences de base, ça représente aussi un coût qui s'évalue financièrement pour l'entreprise. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 3 à 5% de la masse salariale d'une entreprise. Donc voilà, c'est aussi un argument qui peut faire mouche dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais de dire que ça coûte aussi de l'argent et que c'est moins coûteux pour l'employeur d'aller former ses salariés identifiés sur des parcours voilà, sur mesure pour être autonome sur le poste de travail que plutôt de laisser finalement, j'allais dire, un peu moisir des situations en mettant le problème sous le tapis. Donc on essaie de donner une photographie assez réaliste en termes d'incidence financière, en termes d'évitement et de contournement. Et ça, c'est tout ce qui va influer sur la performance sociale de l'entreprise et le bien-être aussi au travail des salariés. Claire l'a dit, les situations de stress, de tension. Parfois, on a des tensions dans les équipes entre collaborateurs parce que il y a des informations qui passent pas ou il y a du glissement de fonction. Et donc ça génère aussi voilà, un climat social qui peut être parfois dégradé dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un outil, soit que vous pouvez promouvoir auprès des entreprises pour lesquelles vous intervenez quand vous vous dites, de ce que j'entends, de ce que vous me dites comme problématique, comme projet que vous souhaitez mener, il y a peut-être un sujet, et donc inviter l'entreprise à réaliser ce diagnostic, ou vous l'intégrer effectivement dans votre diagnostic RH en invitant l'entreprise à faire, mais ça fait partie de votre diagnostic, cette photographie avec Evagile. Donc ça, c'est le premier outil, assez simple et rapide. Et puis, on a un deuxième outil que vous pouvez relayer auprès des entreprises, c'est la démarche des incontournables et la boîte à outils qui va avec. Donc ça, c'est un outil qu'on a construit avec les OPCO, avec les organismes de formation. D'ailleurs, Alpes était aussi dans le groupe de travail pour pouvoir produire cette ressource. L'idée, c'était de se dire, bon, une entreprise, elle va faire le diagnostic Evagile, ok, elle va avoir son taux de risque. Qu'est-ce qu'elle peut faire après? Parce qu'effectivement, il y a tout l'accompagnement qui peut être proposé par des structures voilà, comme Alpes, mais on s'était dit, bon, si l'entreprise, elle veut commencer à mûrir la réflexion, à amorcer une première version d'un plan d'action, même très macro, c'est important de pouvoir lui mettre dans les mains des ressources un peu autoportantes avec des choses très opérationnelles, des outils, Et donc, on a identifié les 8 étapes qu'on a jugées incontournables pour permettre à une entreprise de monter un projet qui va de l'information sur le sujet. Et donc ça démarre voilà, aujourd'hui avec vous qui demain pourrez faire le relais d'informations sur les enjeux de l'illettrisme et des compétences de base pour les employeurs. Comment on implique les collaborateurs, la RH, la direction, peut-être les RP, qui on implique et comment dans l'entreprise. Comment on va repérer les besoins, parce que souvent c'est un petit peu haute voix mouillée, mais comment on peut avoir, là je pense à des grosses entreprises qui sont parfois sur des sites un peu éclatés, comment on peut avoir une photographie assez fiable, on va dire, des besoins qui est concerné dans nos différents services. Et donc là, il y a des outils aussi qui peuvent exister en complément d'un diagnostic beaucoup plus fin que vous pouvez poser en tant que consultant. Comment on élabore le plan d'action, et puis comment on passe commande de formation et comment on co-construit la formation avec les organismes de formation. Ça, Claire en a beaucoup parlé. Et puis comment on évalue le projet pour effectivement voir ce qui se passe avant le projet de formation et puis après, sur la question des impacts. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez aussi vous relayer directement aux entreprises. Alors après, il y a l'outil EVA, celui-là, alors vous aurez toute la présentation détaillée du service EVA qui permet d'évaluer, c'est un grand mot, mais de pouvoir poser une photographie à l'instant T du niveau de maîtrise des compétences de base, lire, écrire, compter des salariés. Donc ça, on a plutôt des entreprises de grosse taille, à vrai dire, pour l'instant, qui l'utilisent pour pouvoir justement savoir qui est concerné et où en sont chaque salarié avec ce niveau de maîtrise des compétences de base, qui peut aider à avoir une photographie assez macro avant de faire intervenir un organisme de formation pour un diagnostic et un positionnement beaucoup plus fin. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail d'Eva, sauf si y aura des questions. Et dernière ressource relais que je voulais vous mentionner, c'était les centres ressources illettrisme. On en a 8 sur le territoire régional. Donc les centres ressources illettrisme, ils interviennent spécifiquement sur la professionnalisation des acteurs. Donc si il y a des demandes d'entreprise, ils peuvent aussi intervenir. Alors ils ne feront pas une mission d'accompagnement aussi fin et poussé que ce que peuvent proposer certaines structures comme Alpes par exemple, mais ils peuvent aider une entreprise à monter un projet, à réfléchir justement sur ces différentes étapes
que je vous ai évoquées tout à l'heure de mobilisation à l'interne, de comment on va communiquer aussi sur le sujet à l'entreprise. On a des structures, par exemple, qui ont fait intervenir des centres ressources illettrisme pour sensibiliser des managers de service sur l'illettrisme, les enjeux pour l'entreprise, pour vous en tant que chef d'équipe. Donc ça peut être une première étape d'accompagnement avant de monter un plan d'action. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Alors, il n'y a pas les coordonnées, mais on pourra les rajouter sur le support. Et puis, toutes les ressources régionales et les coordonnées des centres ressources illettrisme sont référencées sur le portail parlera.fr. Donc, on pourra mettre le lien aussi si on a qui souhaitent y aller. Merci beaucoup, Anaïs. Oui? On n'avait pas beaucoup de temps. Non, non, mais vas-y, si tu as un dernier mot. Non, après, on peut prendre, voilà, je pense, sur le temps qui reste, peut-être des questions ou des échanges. En tout cas, dire que voilà, le webinaire qu'on a lancé aujourd'hui, c'est une première étape et que je pense qu'avec les OPCO et la DRET, voilà, on va réfléchir à des suites peut-être à donner sous différents formats. Enfin voilà, tout reste à construire, mais en tout cas, tout ne s'arrête pas à l'étude du webinaire d'aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Pendant que tu parlais, Anaïs, il y a Estelle Bourgeon, notre chargée Infocom, qui vous a mis plusieurs liens vers les boîtes à outils, en tout cas les outils mobilisables. Nous remettrons ces liens-là également dans le document support avec des précisions complémentaires. Il nous reste peu de temps avant la fin de la réunion, donc on passe au point actu, s'il n'y a pas de questions. Moi, j'aurais souhaité partager avec vous une information, notamment un appel à projet qui sera lancé prochainement par l'ANACT, précisément début avril. Donc, je profite aussi de la présence des OPCO au fait pour faire passer l'info. Le FACT, c'est le Fonds d'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est une aide publique d'État qui est gérée déjà depuis plusieurs années par l'ANACT et qui a pour objectif d'accompagner des projets innovants qui s'inscrivent dans notre champ de compétences, à savoir l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un fonds qui finance essentiellement du conseil, donc de l'accompagnement, c'est pas des investissements. Comme pourraient, par exemple, proposer les structures partenaires comme la CARSAT. Donc là, il s'agit vraiment de financement d'actions de formation. Et ce FACT qui va arriver va porter sur une thématique, donc sur les formations en situation de travail, les actions de formation en situation de travail, les AFEST. La mission du FACT, comme je le disais, c'est soutenir des actions visant l'amélioration des conditions de travail, qui sont souvent en lien aussi avec la demande sociale. Donc, c'est des FACT qui peuvent être thématiques. Il y en a eu beaucoup autour de l'attractivité. Récemment, il y en a eu aussi sur la question de la prévention de l'usure ou de risques professionnels. Il peut y avoir aussi une approche davantage sectorielle. Le dernier qui a eu lieu portait sur le secteur d'aide à domicile. Il y a également ce qu'on appelle des FACT, des FACT territoriaux qui sont généralement un collectif, des territoires au fait qui s'unissent pour répondre à une problématique commune. En ce moment, il y a un FACT territorial qui porte sur l'attractivité, donc c'est plutôt des territoires qui sont en zone frontalière, donc qui du coup se mettent dans une dynamique partenariale et travaillent ensemble autour de cette question-là. Donc voilà. Il y a à peu près 2 à 3 appels à projets par an, comme je disais, avec une approche sectorielle, thématique, et deux appels à projets territoriaux également par an. Sur ces FACT-là, on privilégie les actions collectives, bien évidemment. Une structure peut déposer un dossier, mais généralement, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir accompagner un certain nombre de projets dans un collectif d'entreprises pour pouvoir aussi en tirer des enseignements.
et puis accompagner un grand nombre. Donc, dans le cadre de cet appel à projet FACT, on sera vraiment sur de l'accompagnement à la mise en œuvre des actions de formation en situation de travail. On ne va pas privilégier, comme ça pouvait être aussi le cas, des actions visant, par exemple, la construction d'outils et de méthodes. Pour vous donner une indication sur les financements, on a généralement des enveloppes qui sont autour de 12 journées, par exemple, d'accompagnement d'entreprise, si c'est une structure individuelle. Et la prise en charge va jusqu'à 1 000 euros par jour, avec 2 jours supplémentaires pour une capitalisation. Donc la capitalisation, c'est vraiment quelque chose voilà, d'incontournable dans le cadre de ces facts-là, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment diffuser tous les éléments d'enseignement qui ressortent au fait de ces accompagnements. Pour les actions collectives, on va être sur les mêmes montants, c'est 1 000 euros par jour, mais avec une durée un peu moins importante puisqu'on accompagne un collectif. Donc, le nombre de jours maximum sera de 8. Et dans ce cadre-là, puisque c'est un collectif d'entreprise, généralement, il y a un porteur, donc porteurs qui peuvent être les OPCO, les branches, rarement les cabinets conseils, mais on a pu malgré tout déjà l'observer. Voilà. Et les services de santé aussi, me soufflait Sophie. En termes de projets attendus, on est vraiment sur des enjeux de montée en compétences, puisque c'est l'objectif principalement visé par ces actions de formation en situation de travail. Mais dans le cadre de cet appel à projet-là et du fait aussi de notre expérience d'accompagnement des projets de ce type, généralement, au-delà de la montée en compétences, il y a d'autres enjeux aussi qui sont embarqués. On a beaucoup vu des choses autour de l'intégration réussie, de la fidélisation aussi, des questions de prévention de risques professionnels, donc qui vont là, du coup, intégrer des transmissions aussi de savoir-faire de prudence. Pour vous donner vraiment quelques exemples, quand on dit on va accompagner des projets visant la montée en compétences, mais embarquant d'autres enjeux. Donc là, on voit bien qu'il y a des enjeux autour de la fidélisation, des enjeux autour de la prévention des risques professionnels. Ouais, et Oui, Sophie? peut-être j'ajouterais à tous ces enjeux aussi celui du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça fait écho avec des choses qui étaient dites par Constructis, je crois, Madame Artaud. Voilà, donc c'est des enjeux très très forts aujourd'hui et qui sont peu pris en compte puisque toutes les problématiques de maintien, souvent c'est une fois que le problème se pose et il y a très peu d'anticipation des difficultés de maintien. Donc voilà, tous les projets qui permettraient davantage d'anticiper les difficultés de maintien, je pense, seraient bienvenus. Et puis peut-être un critère aussi dans la construction et le suivi du projet, c'est le paritarisme, puisque c'est aussi là notre marque de fabrique. Je ne vais pas m'étendre, je vais peut-être juste vous dire qu'il y aura un webinaire de présentation de cet appel à projet-là qui devrait se tenir le 4 avril. Je recommuniquerai cette information-là dans le document support qui fera aussi office de compte rendu puisqu'on va l'enrichir avec les différentes réactions et les précisions et éventuellement les réponses à certaines questions que vous avez posées. Donc là, le webinaire, l'hypothèse de calendrier qu'on a pour l'instant, c'est vraisemblablement des dossiers à déposer avant mi-juillet, avec une réponse de la commission qui devrait intervenir à la rentrée, donc aux alentours de fin septembre.
Donc voilà, vous aurez bien évidemment mes coordonnées dans le document support, mais vous les avez là. De toute manière, vous avez mon mail pour les OPCO ou les personnes, ou vous, cabinet consultant, hein, si vous souhaitez en savoir davantage. Donc n'hésitez pas à me faire un mail ou à me contacter aussi par téléphone. Il est exactement midi, voire même midi passé de 1 minute. Donc, on va clôturer la rencontre. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous faisons aussi appel à votre contribution pour trouver, en tout cas, choisir notre prochain thème de rencontre. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part et également vous partager une information qui est celle d'un questionnaire de satisfaction qu'on va vous transmettre d'ici la fin de la journée, je pense, dans l'objectif vraiment d'améliorer à la fois le format de ces webinaires-là, les contenus. Voilà, pour mieux au fait répondre aussi à vos besoins. Clément, je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter. Simplement vous remercier d'avoir participé, remercier encore les intervenantes pour la qualité de leur intervention et vous dire à bientôt. Nous, côté État, vous l'avez deviné, on n'a pas de nouvelles s'agissant des crédits 2025. En théorie, on escomptait une reconduction à l'identique, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui compte tenu des tensions budgétaires que vous savez. Et dès qu'on aura des informations, et je pense particulièrement aux OPCO, hein, nous viendrons vers vous pour la répartition annuelle des crédits. Mais pour l'heure, pas d'informations. Merci beaucoup. Et Merci. n'hésitez pas en tout cas à remplir ce questionnaire. Dites-nous surtout ce qui peut être amélioré et bien souligner le prochain thème qui vous intéresserait. Et avec Estelle, on creusera ça et on fera un webinaire voilà, qui rassemblera le maximum de personnes intéressées. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une belle après-midi et puis on espère vous retrouver début du second semestre 2025. Merci. Au revoir. Merci, Au au Merci revoir. à revoir. vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.